Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Il n'y a plus de procureur, c'est fini. Bien, je vais faire l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Présent. Delrieux, présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guyon est absent et donne procuration à Monsieur Lelézour. Madame Fabienne Chardini. Monsieur Tristan Déric. Madame Diane Biduyer. Monsieur Warren Laroué. Madame Françoise Suvet est absente, donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Marc Zézel est absent et donne procuration à Madame Diane Biduyer. Madame Pascale Servant. Monsieur Michel Fong. Madame Janine Bajon. Madame Vaïmoé Albanaise. Madame Lafleur est absente et me donne procuration. Monsieur Nicolas Brignone. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naïa Ouattéou. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Monsieur Brun. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Taïaoué est absente. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi est absent et donne procuration à Madame Saridjan. Madame Twilougona O'Connor est absente, donne procuration à Madame Kondoumi. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baronnier est absente et donne procuration à Monsieur Delière. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellé. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guillon. Madame Liliane Kondoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain est absente, donne procuration à Monsieur Delrieux. Monsieur Macao Kofi Palaï est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Litzberger est absent, donne procuration à Madame Païman. Madame Magali Manoualalou est absente, donne procuration à Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois est absent, donne procuration à Madame Laurie Oumouni. Madame Laurie Oumouni. Bien, elle va arriver sans doute. Madame Velma Falaéo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Maltais-Salé est absent. Madame Christine Le Saint est absente et donne procuration à Madame Chimanti. Madame Davina Fawa est absente, donne procuration à Madame Falaéo. Monsieur Bernard Lavandier et Madame Paula Bauer est absente et donne procuration à Monsieur Delessert. Bien, le quorum est atteint, donc nous pouvons tenir notre séance. Je vous propose que Monsieur Warren Laroué soit désigné secrétaire de séance. Et avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, nous l'avons déjà fait pour ceux qui étaient en commission, Monsieur Xavier Courage, qui est directeur des ressources humaines, notre nouveau directeur, et Madame Hélène Dangeard, qui, elle, est devenue la directrice de l'urbanisme depuis le 1er février, et très peu de temps, Monsieur Courage depuis le 17 février. Donc, le Conseil vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez vous lever comme ça, on vous voit tous les deux. Voilà. Merci beaucoup. Bien, donc nous allons engager nos travaux. Nous allons procéder à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2022-01. Elle est relative à l'attribution d'une avance de contribution au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, le SMTU, pour l'année 2022. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti pour nous rapporter les travaux de la commission. Bonsoir à tous.
Alors, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance de contribution au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa d'un montant de 150 millions afin de lui permettre de faire face à des difficultés importantes de trésorerie susceptibles d'impacter à court terme le bon fonctionnement du transport urbain. Madame le maire indique à Madame Faléo que la contribution de la ville de Nouméa au SMTU s'élève depuis quelques années. Et voilà, c'est bien. Quelques années à 570 millions par an et celle de la province sud est d'environ 700 millions. Monsieur Bérard demande à combien s'élève le montant des concours publics afin d'en déterminer le poids sur la totalité des recettes du SMTU. Madame le maire indique que les collectivités participant au financement du SMTU sont les communes du Grand Nouméa ainsi que la province sud. À leur contribution s'ajoute une fraction du produit de la taxe sur les produits pétroliers. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle ressources précise que les collectivités publiques membres du SMTU participent à son financement à hauteur de 1,4 milliard par an, que le produit de la taxe affectée s'élève à 1,5 milliard et que le montant des recettes commerciales avoisine 1,2 milliard. Chacune de ces trois sources de financement représentant ainsi approximativement un tiers des recettes du SMTU. Monsieur Bérard fait observer au vu d'un article de presse paru ce jour que la contribution de la commune du Mont-d'Or est susceptible de baisser. Au regard des sommes conséquentes engagées par la collectivité, il s'inquiète de l'efficacité du dispositif qu'il estime moins performant que le précédent et s'interroge sur la mise en place d'un service de transport gratuit, comme a pu le faire la ville de Dunkerque. Madame le maire indique que cet article de presse évoque, selon le journaliste, un essai opéré par le Néobus sur la ligne M5 nommé à Boulary qui enregistre une baisse de fréquentation en raison de la suppression de 2 arrêts importants et l'absence de desserte de la coulée en raison des problèmes de caillassage lors de la traversée de Saint-Louis. Elle fait toutefois observer que les concours publics au SMTU et notamment la contribution de la ville de Nouméa permettent aujourd'hui de financer pour partie le prix du ticket et de maintenir un prix acceptable pour la population, à l'instar de ce qui a été fait pour le réseau Carouilla, qui se voyait affecter en totalité la taxe sur l'électricité perçue par la ville. Elle fait par ailleurs remarquer que la fréquentation des bus n'a pas augmenté depuis la mise en place de la ligne Néobus, en raison notamment d'exactions sur certaines zones. Elle ajoute que la clé de répartition actuellement appliquée n'est pas équitable, puisque la contribution de la ville de Nouméa représente 80% de la participation des 4 communes du Grand Nouméa. Monsieur Bérard suggère, pour faire face aux problèmes d'exactions évoqués, de faire appel aux auxiliaires de proximité dont la présence pourrait rassurer les usagers et dissuader certains comportements, même s'ils ne disposent pas de pouvoir public. Il explique également l'insuffisance de fréquentation par les horaires pratiqués sur certaines lignes. Il s'inquiète de savoir si la ville de Nouméa ne serait pas amenée à voir sa contribution augmenter. Madame le maire indique être réticente à amender plus encore le budget du SMTU dans le contexte budgétaire actuel, au détriment d'autres investissements indispensables, à l'instar de l'assainissement ou de la voirie. Elle annonce que les collectivités, y compris la Nouvelle-Calédonie, sont conscientes de cette problématique et qu'une augmentation de la taxe sur les produits pétroliers est envisagée, laquelle impacterait également le SMTI qui en est affectataire. Elle estime que le transport en Nouvelle-Calédonie est à vocation territoriale et que cette question devrait être abordée dans le cadre de la réflexion sur le statut à venir de la Nouvelle-Calédonie. Le secrétaire général confirme à M. Bérard que des équipes volantes d'auxiliaires de proximité sont présentes dans les bus du réseau Tanéo chargés d'effectuer de la présence active et de la vigie. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle ressources précise à M. Bérard que les investissements pour le Néobus représentent aujourd'hui un montant de 20 milliards, lequel inclut certaines adaptations pour l'accès au réseau et l'accueil. Il s'élèverait à 40 milliards si de nouvelles lignes en Néobus s'étaient développées sur l'ensemble de l'agglomération. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement ajoute que les participations des communes se sont limitées à certains ajustements, notamment les développements de réseaux ou la modernisation des réseaux d'eau potable. Il précise que la requalification de la voirie et des trottoirs qui vont de Moselle au Médipôle était entièrement à la charge du SMTU. M. Charlot, faisant un parallèle avec les transports parisiens gérés par la RATP et financés par les 60 millions d'habitants, estime qu'une Nouvelle-Calédonie avec moins de 300 000 habitants devrait se doter d'un réseau unitaire financé par la fiscalité et qui permettrait de répartir plus équitablement son financement. Madame le maire fait observer que l'ensemble des Calédoniens contribuent à une partie du financement par le billet de la taxe sur les travaux produits pétroliers appliquée sur la consommation d'essence ou de gasoil. En réponse à M. Bérard, qui suggère d'inclure les dépenses liées au transport urbain dans la nouvelle génération des contrats d'agglomération, le secrétaire général a dit qu'a priori, les nouveaux contrats d'agglomération excluront les dépenses de fonctionnement et seront réservés aux opérations d'investissement. Donc, sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations?
Pas d'observation? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer maintenant à la commission consultative des services publics locaux. Alors, il y a eu 2 commissions qui se sont réunies. La première le 31 août et l'autre le 2 décembre. Compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu en commission et de la transmission de l'ensemble des documents, je vous propose de ne pas donner lecture du compte-rendu de la commission. Nous l'avions fait l'an dernier. C'est vrai que les rapports sont extrêmement denses. Donc là, nous avons 2 notes explicatives de synthèse. La 2021, la 146 et la 2021, 147. Donc la 146, elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2020. Et la seconde est relative à la présentation du rapport sur le prix de la qualité du service public de la distribution d'énergie électrique pour l'exercice 2021. Donc si tout le monde en est d'accord, nous allons aborder la discussion générale pour les 2. Et donc, est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Les délibérations sont adoptées. Et donc, le Conseil, excusez-moi, a pris acte de ces rapports. Donc, nous allons prendre maintenant la 2e commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 2 décembre. Eh bien, comme la précédente, tout le monde a lu ce rapport très dense. Donc, nous prenons le premier dossier qui est la 2021-214. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix de la qualité du service public de l'eau potable cette fois pour l'exercice 2020. La deuxième est la 2021-215. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix de la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 2020. Et enfin, la troisième est la 2021-216. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des services funéraires pour l'exercice 2020. Dans la discussion générale sur ces 3 rapports, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. En fait, c'est une question un peu subsidiaire. C'est pas par rapport aux rapports en eux-mêmes, mais c'est lié aussi au débat dense et important, et je vous en remercie, qu'on a eu sur le transport de l'ordre de la commission. Oui. C'est une question de béotien. Est-ce qu'il ne peut pas exister sur le transport urbain, qui est un axe majeur des politiques publiques, d'avoir une commission qui ressemblerait un peu à la CSSPL, j'arriverai jamais à le prononcer, Commission consultative des services publics. Est-ce que le transport pourrait faire l'objet ou c'est strictement réservé à ce qui apparaît dans les budgets annexes de la mairie? Ou d'avoir une commission spécifique sur le transport où on se voit régulièrement et on a l'échange dense et important qu'on a eu l'autre jour. Merci, effectivement, vous avez raison, ça concerne les budgets annexes. Et donc, il n'est pas prévu ici, au sein de ce Conseil, d'avoir une commission spécifique sur le transport, puisque le transport, il est multiple, dans le sens où il englobe plusieurs collectivités, à la fois la commune de Nouméa, à la fois la province sud, à la fois le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisque une partie du transport est quand même abondée par une taxe, un produit d'une taxe affectée. Je pense que la commission que nous avons eue, vous avez raison, elle a été extrêmement dense, on a dit ce qu'on voulait. Rien n'empêche la collectivité. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des discussions qui étaient engagées en ce moment avec les transporteurs, avec la province, etc., pour essayer de trouver les solutions. Rien n'empêche, dans un deuxième temps, quand tout ce petit monde se sera mis autour d'une table et qu'on aura trouvé les solutions, qu'on puisse organiser ici avec un point d'échange à la fois avec le SMTU et à la fois avec une participation, pourquoi pas, de la province pour venir expliquer aux conseillers municipaux ce qu'il en retourne. Moi, je n'ai pas d'objection là-dessus, donc on en reparlera si vous voulez, et puis on va voir comment on peut éventuellement s'organiser. Donc, on en revient donc à ces commissions consultatives de services publics. Donc, pour ne pas aller sur chaque délibération, donc on additionne les 3. Donc, Madame Falaïo. Madame le maire, merci.
Bonsoir à tous et à toutes. À la lecture du rapport, on voit bien que la prise en compte du problème sanitaire du plan est bien pris en compte par la ville. Et je posais simplement la question, et je m'excuse parce que je n'étais pas en commission, mais est-ce qu'on a une idée de la teneur en plan de l'eau qui circule dans les canalisations? Merci. En plomb. Alors, on va laisser les experts vous répondre, hein, parce que moi, je ne suis pas une experte en plomb. Donc, Alors, je vais pas vous donner des chiffres. Je vais juste vous dire que l'eau est conforme de façon physico-chimique et bactériologique. Et le plomb n'est jamais un problème de conformité. Donc, il faut supprimer les branchements au plomb parce que ça peut être, c'est une source effectivement de risque et qu'il faut éliminer. Mais on n'a pas de problème de conformité sur le plomb. bien. Vous avez eu la réponse, Madame Falaeo. Très bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres observations dans la discussion générale? Pas d'autres observations? Pas d'opposition? Donc le Conseil municipal a pris acte de ces rapports. Alors, en dernier point inscrit à l'ordre du jour de cette séance, il concerne la note explicative de synthèse 2022-02. Elle est relative au débat sur les orientations budgétaires 2022. Conformément à l'article L212-1 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif de l'exercice à venir. Celui-ci a pour objectif d'annoncer les orientations générales du prochain budget. Il s'agit donc d'engager ce débat d'orientation préalablement à l'examen du budget en commission du budget et des finances et en conseil municipal. Et je vous avais déjà annoncé que nous examinerons ce budget le 22 février prochain et la commission aux alentours du 10 février. Donc, dans la présente note explicative de synthèse, il sera fait un rappel du contexte économique et financier local, un exposé de la situation financière de la ville et une projection des tendances budgétaires à venir. Un diaporama représentant des graphiques du document va être projeté. Je vais passer la parole à Madame Anne-Christine Chimanti en l'absence de Monsieur Patrick Guyon, qui est absent pour cause de Covid, mais beaucoup d'entre nous sont atteints par le Covid. Donc, Madame Chimanti, vous allez nous faire la présentation avant d'engager le débat. Allons-y, Madame. Bon, alors, rebonsoir à tous. Alors, on va commencer d'abord par le contexte économique et financier, parce que dans tout débat d'orientation budgétaire, il faut déjà avoir une vision, j'allais dire, globale, en fait, j'allais dire, du monde, et puis ensuite on part sur la Nouvelle-Calédonie, ensuite on part sur la ville, quoi, en fait. Alors, on est parti, nous, sur ce que nous donne l'IOM. Et là, notamment, ça a été la dernière publication qu'ils ont fait au mois de décembre, là, c'est-à-dire le 3e trimestre de 2021. Alors, ce qui est intéressant de prendre, quand vous regardez en fait ce que vous dit l'IOM, c'est de prendre l'ICA. L'ICA, c'est quoi? C'est l'indicateur du climat des affaires. Et en fait, c'est un sondage qu'ils font auprès de pas mal d'entreprises pour savoir en fait quel est le sentiment en fait des chefs d'entreprise. Puisque vous savez que l'économie dépend énormément de la confiance. Hein. Si les entreprises, elles ont confiance, elles investissent. Si elles investissent, eh ben, il y a de l'argent, il y a de l'économie. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Alors, comme vous pouvez voir là, on voit que le lycéa, il avait gagné 14 points au premier semestre, puis là, il en a perdu 7 ce trimestre-ci. Alors, l'IOM, il vous explique par le fait, évidemment, qu'il y a eu le 3e épisode de confinement, même si cet ICA-là, par rapport à mars 2020, il a beaucoup moins diminué, parce qu'on avait perdu 18 points, là, on perd que 7 points, donc on va dire, c'est quand même le moindre mal. Et puis, il y a aussi, ils expliquent aussi le fait de la tenue du 3e référendum, qui plaçait donc plutôt la Nouvelle-Calédonie dans un climat oxygène, oui, non, etc. Donc ça fait des problèmes de confiance, on a des incertitudes, etc. Ils parlent aussi de difficultés, j'allais dire, des finances publiques,
qui joue aussi sur ce climat anxiogène, qui joue et qui se combine avec tout ça, tout le reste, etc. Donc Guillaume, il vous parle de ça. Vous avez aussi le déficit du RUAM qui joue aussi dans ces indicateurs, parce que vous savez, si vous êtes au courant, au RUAM, on a un déficit de 34 milliards à fin 2021, donc il faudra faire quelque chose, quoi. Ensuite, il parle au niveau des entreprises. Donc les entreprises, elles ont des tensions en fait sur leur approvisionnement, des tensions sur la trésorerie, parce que c'est vrai qu'ils ont eu des aides, etc. Ils ont eu aussi des prêts, mais à un moment donné, il faudra aussi qu'ils remboursent ces prêts, parce que même l'État a fait des prêts. On a eu tout ça et ça n'a pas été évident. Alors ça, c'est pour la vision négative. Moi, je vous dis, si vous voulez pas me croire, vous prenez le bulletin de l'IOM. Hein, il est là, vous pouvez le lire. Je n'ai pas inventé les chiffres. Hein. Bon, voilà. Hein, on ne sait jamais qu'il y en a qui disent que je dis faux. Non, mais c'est comme vous voulez. Mais par contre, on a mis une autre slide parce que ça faisait plus joli. Voilà. C'est pour se donner un peu de positif parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde terrible? Donc là, on voit quand même que les variations du cours du nickel, eh ben, ils n'ont jamais atteint un prix depuis 2011 aussi haut. C'est quand même beau. Hein. Et puis surtout, le prix du métal, il a augmenté depuis 18%. Alors là, mon compatriote Patrick Guillon, qui est de la SLN, il me dit « Ouais, mais les producteurs calédoniens, ils n'ont pas quand même atteint la production nominale. On a eu un premier trimestre catastrophique et un deuxième trimestre problématique. » Bon, alors sur cette vision-là, on va retenir que le prix du nickel l'a monté. Donc peut-être qu'on pourrait, dans l'avenir, si les entreprises ont confiance, avoir du positif. Alors, deuxième slide. La deuxième slide, je vous parle des indices de prix. Alors, je vais commencer. Vous voyez l'indice de prix maritime qui est tout là-haut, là? Alors, lui, il est intéressant parce qu'en fait, vous voyez qu'il augmente. Alors, vous allez dire, mais pourquoi l'indice de prix, il augmente? D'abord, et c'est les douanes qui vous expliquent, on a eu moins de bateaux, moins de rotation, on a eu moins de conteneurs, on a eu moins de choses. Puis comme on est une toute petite île, là, perdue au milieu de l'océan, donc on est quand même loin. Donc, on s'est pris, et ça, c'est les douanes qui disaient à ce moment-là, 30% d'augmentation du prix du fret. Alors, on peut dire, bon, même ils estiment à 22%. Donc, tout secteur confondu, de toute façon, la marchandise, elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie, clac, ça a augmenté. Ensuite, il y a eu autre chose aussi qui a joué, et qui a joué après par rapport aux autres indices, c'est-à-dire l'inflation moyenne des 5 années dernières, des précédentes, et vous voyez qu'en décembre 2021, on augmente, puis après on descend un petit peu, mais c'est qu'aussi la production mondiale de tous les produits, eh bien, il y en a eu moins, puisqu'à cause du Covid, on a moins de gens qu'on produit et on a eu plus de demandes. Donc, vous savez bien que tout ce qui est rare est cher. Donc, on a eu aussi, quand nos marchandises arrivent là au port, ça s'appelle coût, assurance, fret, eh ben, la marchandise, elle est plus chère. Voilà, ça c'est un fait, et on le voit. Donc, voilà, on va dire, comment on va y remédier, ça c'est encore autre chose, parce que là, c'est de la géopolitique compliquée, quoi. Alors, par contre, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez observer, c'est que dans l'autre courbe, là, vous voyez, indice des regroupements conjoncturels, donc ça, c'est la Nouvelle-Calédonie, eh ben, ce qui a augmenté le plus, en fait, ce qui nous a fait plus augmenter, c'est parce que l'indice des prix général, il a augmenté de 1,2 en glissement annuel, globalement. C'est en fait l'énergie. L'énergie a fait plus 14,2%. Et ça, on sait parce que c'est le prix du pétrole qui a augmenté. On est au courant, même en France, on en parle, tout le monde en parle. Je veux dire, voilà. L'alimentation, elle a fait plus 0,8% et les services, plus 1%, 1,5%. Donc, en fait, en résumé, on va dire, on a eu effectivement, à cause de là où on est, parce qu'on est tout petit et que le fret a augmenté, on a eu une augmentation des prix, mais on peut se dire aussi quand même par rapport à ce que nous a donné l'ISEE en décembre, ok, il y a des choses qui ont augmenté, mais pas complètement tout. Vous voyez, c'est comme ma première slide, il faut garder quand même du positif, sinon on va s'en sortir. Mais la conclusion de ça, parce qu'il y en a qui vont vous dire, oui, il faut faire une réforme des collectivités publiques, il faut faire une réforme de ci, de ça, d'accord, mais quand même, c'est que le plus important, c'est la confiance. Il faut qu'on ait des investisseurs, il faut qu'on ait des gens qui investissent en Nouvelle-Calédonie et qui restent ici pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on puisse continuer à construire. Ça, c'est quand même, je pense que c'est quand même important. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, donc voilà. Ok, on fait la deuxième slide, on part sur la ville. Alors, la ville. Alors là, on vous a mis les stats depuis 2015. Alors, comme vous pouvez voir, dans classe CA 2015, on voit qu'on est à 20,4 milliards de recettes externes.
et qu'on arrive, nous, en 2021, à 19,3. Donc, on a diminué, on a une perte, en fait, des recettes d'à peu près d'un milliard 3, voilà, en gros, et qui serait 1,1 milliard plutôt, et qui se répartissent par, regardez la fiscalité. La fiscalité, c'est ce qui est bleu. Vous êtes passé de 8,1 à 6,9. Donc là, on perd à peu près 1,2. Vous avez aussi les dotations. On perd à peu près 400 millions. Et vous avez vos recettes propres, elles augmentent de 400 millions. Donc maintenant, on va commenter. Alors, la fiscalité. Effectivement, on a perdu la fiscalité, mais j'ai envie de vous dire, toutes les collectivités ont perdu la fiscalité. Vous savez combien elle a perdu, la Nouvelle-Calédonie, de la même période, là? Vous avez un chiffre? Non? Philippe, tu n'as pas de chiffre? Non. Eh ben non, 16,842 milliards. 16,842 milliards, c'est ça qu'on a perdu. De 2015 à 2021. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'assiette de répartition. L'assiette de répartition, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ce qui permet pour nous de faire les dotations après. Vous voyez, les dotations, c'est de 8,8 à 8,4. Cette assiette de répartition, c'est tous les gros impôts qui tombent et qui après sont répartis province, commune, dotation dans la Nouvelle-Calédonie. Et si je vous parle par exemple de l'IRPP, donc c'est l'impôt sur le revenu que vous payez, hein, tous, donc là, eh bien, rien que ça, on a perdu 3 milliards. L'IS 30, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés à 30%, on a perdu 7,5 milliards. Ça, c'est un fait. 2015, 2021. Ce sont des faits. Voilà. Après, les raisons, c'est autre chose. Moi, je suis dans les faits. Ensuite, ce qui a fait que... Alors, nous, ville de Nouméa, là où on a été impacté sur notre patente, puisqu'on a perdu 300 millions. Important, c'est que la patente, nous, de Nouméa, la ville de Nouméa en particulier, parce que ce n'est pas forcément le même fonctionnement dans les autres communes, c'est que nous, on a l'usine du nickel sur notre territoire. Donc, à chaque fois que l'usine, elle va exporter, ça rapporte de l'argent. Donc, on va dire, ben, exporte, ça me ramène de l'argent. Voilà. Et c'est important de le savoir. Donc, ça joue. Nous, l'usine d'Ognambo, elle joue beaucoup pour nous. Ensuite, on a les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, c'est lié à, j'allais dire, les ventes de transactions immobilières, etc. Donc, plus je vends, plus je gagne, sauf que là, j'ai perdu 400 millions. Donc, j'ai moins vendu. Et puis, l'IRVM. Alors, l'IRVM, lui, c'est l'imposition sur les dividendes. Plus mes sociétés, elles vont distribuer, plus je vais avoir de l'argent. Et là, en l'occurrence, ils ont moins distribué, donc j'ai moins 300 millions. En gros, c'est ça, les pertes. Après, j'ai des autres impôts, comme les contributions foncières. Contributions foncières, c'est pas un problème, on gagne toujours. Parce que vous avez toujours à peu près 1,5. Vous savez, il y a toujours une augmentation. Et puis, le propriétaire, il reste propriétaire. Donc, ça, c'est les taux, ils évoluent. Et puis, on a eu plus aussi d'argent, hein, c'est ça, hein, parce qu'on a eu plus de propriétaires. La contribution foncière, on a gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est pour vous rendre compte en fait. Alors quand je reviens sur les dotations, nous, la ville de Nouméa, on a perdu 400 millions. On a perdu 400 millions et ça se voit, quand vous voyez entre 2018 et 2019. Là, on est passé de 5 milliards 280 que nous donnait la Nouvelle-Calédonie à 4 milliards 8, c'est ça? Voilà. C'est à ce moment-là qu'on a perdu, puisque là, il y avait vraiment une grosse baisse de la fiscalité, donc ça a joué en fait sur la ville. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé, la ville? Donc, elle a décidé de travailler sur ses recettes propres, parce qu'elle s'est dit, ok, les autres, j'ai moins d'argent, donc qu'est-ce que je fais? Alors, elle a fait, on a eu plusieurs actions. On a travaillé sur tout ce qui était, en fait, je vais dire, tout ce qu'elle avait comme patrimoine. Comme patrimoine, mais comme patrimoine qui pouvait rapporter de l'argent et puis qui surtout nous coûtait de l'argent en entretien. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir des maisons si en plus vous devez entretenir, donc ça coûte cher en maintenance, etc., mais ça ne me rapporte pas forcément de l'argent. Donc en fait, il y a eu une décision qui a été prise. Au fur et à mesure, on a commencé à vendre. On peut toujours nous le reprocher, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est une histoire de bonne gestion. Et c'est pour ça qu'entre 2018, 2019, 2020, vous voyez une augmentation de nos recettes propres. Parce que ça joue. Et en 2020, notamment, on a eu la vente du parking. Vous savez, le parking, là-haut, en sachant que la ville de Nouméa, c'est quand même pas son métier de s'occuper des parkings. Donc là, c'était bien, ça correspondait, c'était logique. Puis, elle a fait un travail aussi, la ville de Nouméa, sur toutes les différentes redevances. On a travaillé sur chaque redevance en sachant qu'on a amélioré de l'autre côté le service à l'usager, hein, par rapport à la redevance eau, assainissement, etc. Donc, si vous voulez, la ville, elle peut payer, mais à un moment donné, elle demande un petit peu à l'usager pour participer. Donc, c'est tous les effets, en fait, que vous voyez qui a fait qu'on a une augmentation de nos recettes propres. Voilà. Et ça a permis de compenser
quelque peu, j'allais dire, les baisses des autres postes. Voilà. Alors ensuite, nos dépenses. Alors les dépenses. Parce que, en fait, les communes, en règle générale, de Nouvelle-Calédonie, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu'on n'a pas le droit de créer de la fiscalité. Les communes de France peuvent le faire, nous pas. Donc, du coup, les marges de manœuvre, c'est soit je joue sur mes recettes propres, comme je vous ai expliqué dans le dernier slide, ou soit je maîtrise mes dépenses. Donc, en fait, maîtriser ces dépenses, c'était en fait, tout en maintenant j'allais dire, le service au public, parce que vous pouvez toujours réduire. Mais si la qualité au service public se diminue, là, on a quand même une difficulté, quoi. Alors, quand vous regardez les différents postes, vous avez plusieurs postes. Vous avez le plus gros poste, j'allais dire, c'est les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel, quand vous regardez, on était à 7,5 milliards en 2015, on est passé à 7,9 milliards. Vous allez me dire, vous avez une augmentation, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous gérez du personnel, vous avez forcément le GVT. Vous savez, c'est quoi le GVT? Glissement, vieillesse, technicité. Pourquoi? Parce que mes fonctionnaires, etc., je veux dire, ils évoluent, c'est la carrière. Dans le privé, c'est ça aussi. Or, nous, en GVT, en gros, la ville de Nouméa, c'est du 100 millions par an. En gros, c'est ça. Donc, il faut qu'elle absorbe ce GVT, et en même temps, il faut qu'elle absorbe aussi les besoins qu'il peut y avoir en différents postes. Et voilà, et c'est la difficulté. Donc, si j'avais fait les GVT en 7 ans, j'aurais fait 700 millions. Or là, j'ai augmenté de 400 millions. Ça veut bien dire qu'il y a eu des baisses par ailleurs. Et comment on a fait les baisses? On a fait plusieurs réorganisations. On a fait en fait réorganiser la façon de travailler, c'est de travailler autrement, faire autrement, tout en gardant, j'allais dire, le service à l'usager, c'était là ça l'objectif. Et tout en même temps, j'allais dire, parce que vous savez, il y a aussi la Nouvelle-Calédonie, qui est compétente en matière droit, j'allais dire, du travail, etc. Elle adopte aussi des délibérations, elle adopte des textes, etc. Et surtout, notamment ces dernières années, on a eu le statut des contractuels, donc ça fait en année pleine, ça nous fait à peu près 47 millions, hein, c'est ça, hein. Et puis, vous avez l'augmentation de la CLR, parce que, voilà, la CLR, elle est en train de se casser la figure. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires, là, on va dire oui, hein, parce que nous, on a envie d'avoir une retraite. Donc, ça nous fait du 56 millions. Pour la ville de Nouméa. Je ne vous parle pas du reste de collectivité, mais en tout cas, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Que l'objectif de la ville-là, c'est d'absorber toutes ces dépenses, tout en essayant d'être linéaire. Et ce n'est pas évident. Non, c'est vrai, c'est pas évident. On a fait réorganisation, on a fait de la GPEC, gestion... vous savez, c'est quoi la GPEC? Vous regardez les gens, quelles valeurs ils ont, et vous les faites monter en compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça les motive aussi. Ça c'est important aussi. Non, je vous dis ça. Alors... Ensuite, vous avez l'autre poste, c'est les dépenses de gestion. Les dépenses de gestion, c'est quoi? C'est ce qui permet à la ville de pouvoir, j'allais dire, fonctionner. C'est tout ce qui est charge fixe, en fait. Charge fixe plus ces services, j'allais dire, à l'usager, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a diminué de... on a dit combien? 4%. On a diminué de 4%, vous voyez, 6 milliards 100 à 5 milliards 9. Et donc, comment on a fait? On a travaillé depuis 2014, en fait, on a monté un contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, il nous permet, en fait, d'avoir des visions et de pouvoir, j'allais dire, rationaliser et de se dire, OK, là, je vais faire quoi sur l'eau, je vais faire quoi sur l'électricité, le téléphone, le gardiennage, etc. C'est d'avoir un autre raisonnement, en fait. Grâce à ça, on a pu, à ce moment-là, réduire les dépenses, mais efficacement, pour pas réduire bêtement, quoi, et puis que le temps-service ne soit pas fait, quoi, en fait. Et puis ensuite, on a diminué aussi les subventions de 16%, donc c'est 400 millions de 2015 à 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là où on a plus diminué? Vous allez me dire, c'est entre 2020 et 2021. C'est normal, il y a le Covid. Donc, avec le Covid, les actions sont paralysées, donc on n'a pas versé les subventions aussi. Et par ailleurs, il y a aussi un autre axe aussi qu'on a travaillé dessus par rapport aux subventions, c'est tout ce qui est... on regarde les comptes, par exemple, des associations. Ils ont des fonds de roulement, etc. Donc, on va donner par rapport à leurs fonds de roulement, par rapport à leurs vrais besoins et par rapport à leurs actions aussi. Est-ce que les actions qu'ils réalisent? Donc, ça, c'est un autre axe de travail, en fait, qui a commencé, hein, Ludo. Bon, on continue encore, on n'a pas fini. Donc, voilà. Et tout ça avec efficience, efficacité, etc. C'est ça l'objectif, hein, c'est pas de créer, en fait, j'allais dire, des frustrations, des bénévoles qui sont dans les associations, parce que ça, sinon, on va nous le reprocher. Hein, Diane, hein, toi, tu connais ça. Bon. Alors, on attaque l'investissement.
Alors, on a mis un programme d'investissement qui redémarre. Vous avez vu, de 2015 à 2021, si on fait le total, on a investi 36 milliards 252 en 7 ans. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'année 2020, vous avez fait quoi? Ben, il y a eu les élections, il y a eu le début du Covid, et puis on a eu la perte du FIP, ce que je vous parlais tout à l'heure, la dotation. On a perdu 400 millions à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, là, on a eu un arrêt. Mais l'objectif, si vous voulez, c'est de repartir. Donc, c'est pour ça que 2021, vous voyez 4 milliards 413, parce que on s'est aperçu aussi que l'investissement du privé, il n'est pas forcément au rendez-vous, quoi. Donc, en fait, quel peut être le moteur? Le moteur, ça peut être les collectivités, en fait. En créant des travaux, en créant, j'allais dire, c'est aussi une manière de faire travailler nos entreprises. Et donc là, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. Vous avez vu jusqu'à 2019 comment ça s'est passé. Et là, si vous voulez, là, on va repartir en sachant qu'on a quand même eu le Covid, que ça fait 2 ans quand même que ça dure, tout ça, ça ajoute, etc. Tout le problème qu'on a déjà raconté dans les premières slides, quoi. Je ne veux pas recommencer, quoi. Ouais, voilà. OK? Alors, le financement du programme d'investissement réalisé. Donc, comme je vous ai dit, on a investi 36 milliards, mais on a investi comment? Et là, quand vous voyez ces trois ronds, alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais en fait, on a emprunté que 17%. Bah oui, on aurait pu emprunter plus. Il y a plein de collectivités qui empruntent plus. Je veux dire, c'est un choix. Là, c'est un choix. Donc, on a 50% en fait de fonds propres, on a 17% d'emprunts et les subventions, donc c'est tout ce qui est contrat de développement et autres, du FEI, etc., qui peut être, donc là, c'est du 33%. Maintenant, vous allez me dire, donc quoi on a investi? Donc là, en fait, on vous a fait des thèmes, par thème. Donc là, on voit que le premier axe, c'est le cadre de vie et de propreté. Donc le cadre de vie et de propreté, qu'est-ce que c'est? Ça va être les loisirs, ça va être les aménagements de voirie, ça va être les pistes cyclables, ça va être tout ce qu'en fait, qui sert à l'usager. C'est nos parcs, etc. C'est pour que nos usagers, en fait, et là, alors là, vous allez peut-être vous foutre de moi, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est le bien-être, en fait, qui compte. Non, mais sans déconner, regarde, cadre de vie et propreté, on a 9 milliards 214. Voilà, c'est quand même le bien-être, en fait. Ce qui compte pour nous, c'est que l'usager à nos mains soit bien. Ensuite, le deuxième poste qui est super important, c'est 8 milliards, c'est l'assainissement et l'eau potable. Pourquoi? Et M. Ricamier qui est là, il va vous dire, on a un schéma, nous, d'AEP, qui est à 11 milliards 2, c'est ça? Non, 14 milliards. On a 14 milliards. Alors, il faut savoir aussi que depuis longtemps, en fait, nous-mêmes, on a quand même un problème d'assainissement et d'eau potable. Et ça, on le savait quand on est arrivé en 2014, on était déjà tombé là-dedans. Mais là, je veux dire, on est obligé de continuer. La ville, il y a des quartiers où c'est carrément pas possible. Il n'y a pas de réseau séparatif, ça va dans tous les sens. On est obligé de continuer ça. Maintenant, on le fait, j'allais dire, step by step, c'est-à-dire temps par année, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Donc, on sait déjà que pour l'assainissement, on a 14 milliards qu'on a programmés jusqu'en 2040. Donc, on aura en moyenne 700 millions par an. Ça, c'est un fait. C'est comme ça, il faut accepter. Le schéma d'eau potable, c'est pareil. Il y a 11 milliards d'euros, c'est pareil. 11 milliards d'euros qu'il faut refaire. Donc là, vous avez 560 millions par an sur 20 ans. Voilà, ce sont des faits. Donc, vous aurez toujours de l'assainissement et d'eau potable. Et c'est primordial, quoi. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, on a dit situation préservée. Alors, ça, ce sont les 4 indicateurs que quand les caisses prêteuses, elles viennent vous voir ou qu'elles commencent à discuter avec vous, elles regardent. C'est primordial. Donc, le premier truc qu'elles regardent, c'est est-ce que vous faites de l'épargne? L'épargne, vous savez, c'est recettes de fonctionnement, moins dépenses de fonctionnement. Je fais mon épargne. De toute façon, quand vous allez emprunter à la banque pour vous acheter une maison, le banquier vous demande ça. Là, la collectivité, c'est pareil. Donc, en fait, le ratio que l'AFD vous demande, c'est du 15%. Donc là, on voit que depuis toutes ces années-là, on a descendu, monté, et que là, on est à 14,50. Donc, c'est quand même beau. C'est des collectivités, elles sont à peine à 1%. Je ne vous dirai pas lesquelles, mais bon. Non, je peux pas. Non, je peux pas, là, je suis pas dans le même cadre. Puis j'ai le droit de réserve. Donc, la solvabilité, donc là, c'est important aussi. Ça, c'est un truc qui regarde vachement. Est-ce qu'en 7 ans, vous allez pouvoir
tous vos emprunts que vous avez, est-ce que vous pouvez les rembourser en 7 ans? C'est ça leur critère à eux. Donc là, vous voyez que la ville de Nouméa, là, elle est à 4,6. C'est-à-dire qu'en 4 ans, elle pourrait rembourser tout ce qu'actuellement elle a comme emprunt. Ensuite, l'endettement, ça c'est le taux d'endettement. Donc ça, c'est par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Donc c'est du 150%. Et là, nous, on est à 60,99. Après, le personnel, donc d'où tout le travail qu'on a pu faire sur la maîtrise du personnel, c'est important parce qu'eux, ils vont vous prendre le montant du personnel, de vos dépenses, qui divise par les recettes réelles de fonctionnement. Et il faut que vous soyez inférieur à 36. Nous, on est à 40. Bon, allez, ça va, hein. Parce qu'il y en a, je ne dirais pas d'autres communes, elles sont à 50. J'ai dit d'autres communes. Mais je ne vous dirai pas. On va pas commencer à balancer sur les autres, quoi. Bon, voilà. Donc, grosso modo, j'allais dire, la ville de Nouméa s'en sert. Alors, moi, j'ai été regarder une commune de France. Pour comparer. On va toujours comparer en Nouvelle-Calédonie. Une commune de France qui est balnéaire comme nous, qui est sur une île et qui est à peu près, bon, allez, on va dire, elle est à 80 000 habitants, nous on est à 90, ça pourrait se comparer. Allez, je vous dis une île, une ville, balnéaire, vous n'avez pas d'idée? Ajaccio! Ajaccio! Et puis c'est comme chez nous, dit, t'as vu, c'est pareil. Hein? On a la même mentalité et tout, hein? Voilà, c'est pareil. Bon, eh bien Ajaccio, eux, leur taux d'épargne, hein, le taux d'épargne d'Ajaccio, il a combien? À 6%. Hein? Alors que lui, il fait quand même des recettes fiscales, il peut, nanana, bah, eux, c'est à 6%. Et eux, en année, la solvabilité, bah, ils mettent 12 ans pour rembourser leurs dettes. Alors moi, je suis désolée, mais je me dis, c'est pas pire, quoi, faut arrêter. C'est un peu les mêmes comparaisons, vous voyez? Faut comparer ce qui est comparable, quoi, en fait, voilà. Et la Corse, entre parenthèses, elle a 340 000 habitants. Voilà. Donc maintenant, on va parler des AP, c'est ça? Ok. Alors, la situation des APCP, c'est quoi? Une AP, c'est une autorisation de programme. Ça veut dire que quand vous commencez à faire une opération, vous décidez d'une opération, à ce moment-là, vous mettez, j'allais dire, vous prévoyez les travaux. Par exemple, on a eu des travaux, nous, la piscine, c'était 1,2 milliard. Voilà. Donc, on a fait une autorisation de programme sur plusieurs années. Et chaque année, on met ce qu'on appelle les crédits de paiement. Ça permet en même temps de savoir où on en est dans notre budget. Ça permet aussi, par rapport aux entreprises, de pouvoir anticiper, de dire, bah, tiens, telle année, je vais sortir tel marché, je vais avoir telle chose. Si vous voulez, comme ça c'est un lien, c'est un échange aussi avec les entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? T'es d'accord? T'es d'accord? Donc là, nous, la ville de Nouméa, on est à 43 milliards de stock d'AP, d'autorisation de programme. Ce qu'on a dit, bon, on va faire telle opération, telle opération, telle opération. Donc on tient un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, donc on sait par année tout ce qu'on va faire. Ensuite, ce qu'on a déjà fait consommer, c'est-à-dire qu'on a déjà mandaté, on a déjà payé 25 milliards 675. Pour 2022, on prévoit de faire, on n'a pas encore voté le budget, mais 5 milliards 7. Et donc, du coup, chaque année, c'est ça. Et donc là, les 5 milliards 256 que vous voyez restent à financer, ça veut dire que ça fera ça pour les années 2025, 2026, etc. Mais ceci dit, 5 milliards, ça peut être une année, hein, puisqu'on prévoit de faire un investissement d'une année. Bon, voilà, je dis ça comme ça. Bon. Alors, voilà, ça c'est pour le commentaire. Ensuite, alors... c'était les perspectives, ok. Alors, les perspectives 2022-2024. Alors, il faut tenir compte, parce que la Nouvelle-Calédonie, elle ne va pas mieux. C'est un fait. Donc là, l'assiette de répartition que je vous disais tout à l'heure, parce que on a le budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie, donc on met tous les gros impôts, on fait un total, et après, il y a une partie aux provinces, une partie aux communes, une partie à la dotation de la Nouvelle-Calédonie. Et bien là, en fait, on sait d'ores et déjà que normalement, d'habitude, ben là, on était à 110 milliards d'assiettes de répartition, et là, on va passer à 103 milliards. Donc, l'impact pour les communes, globalement, ça va être moins 700 millions, moins 756 millions en gros. Donc, pour la ville de Nouméa, qui a le plus d'habitants, ça va faire moins 203 000. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez, on sait d'ores et déjà, donc, ce qu'on a commencé à y réfléchir, on sait qu'on va avoir moins de recettes. Donc, du coup, comment on va faire? Donc, on a continué à travailler sur les redevances d'eau et d'assainissement, avec réévaluation du schéma directeur d'eau qui vous a été présenté lors d'un conseil que vous avez déjà vu. Donc là, en gros, ça nous ferait 270 millions. 270 millions, donc ça pourrait compenser.
Après, le travail qu'on fait sur la stabilisation des charges de personnel, on le continue. On le continue. Ah ouais, parce que les charges de personnel, j'ai oublié de vous dire qu'on a quand même travaillé sur les postes, parce qu'en 2015, on était... Non, mais je fais une petite aparté, là, pour que vous situiez, en fait, le travail qui est fait d'année en année. Et ça, c'est... je remercie les secrétaires généraux, hein, merci. On était, en 2015, à 1203 personnes. Et là, on est passé à 1166. Ça veut bien dire qu'on diminue les postes budgétaires, mais on a toujours notre service au public. Donc, si vous voulez, ce travail-là, il continue. Il continue à travailler pour pouvoir, si vous voulez, comme on dit, accepter le GVT, etc. Les baisses des dépenses de gestion, c'est pareil. Là, on a diminué de 4%, on va continuer. Rationalisation des subventions, c'est pareil. C'est toujours avec le travail que je vous ai dit qu'on fait par rapport au fonds de roulement des associations. On travaille avec eux pour voir, etc. Et par rapport aux actions réalisées. L'objectif de tout ça, de tout ce travail sur le fonctionnement, c'est quoi? C'est de pouvoir soutenir, en fait, un investissement de 5 milliards par an. Parce qu'il nous faut au moins ça. L'objectif, c'est aussi, par rapport à la ville, j'allais dire, par rapport aux usagers, puis par rapport aux entreprises, pour donner du boulot, quoi, en fait. Donc voilà, ça, c'est les perspectives 2022-2024. Alors, notre épargne, nous, du coup, elle va être environ à peu près de, vous faites le calcul, c'est une moyenne de 2,3 milliards, en fait. Il nous faut 2,3 milliards d'épargne pour pouvoir investir et payer le capital de la dette. Le capital de la dette, je ne sais pas. Non. Donc, si vous voulez, ça, c'est une règle. Il faut toujours que votre épargne, elle paye d'abord le capital de la dette et elle fasse de l'investissement. Donc, 2,3 milliards, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit pérenne, quoi, en fait. C'est ça notre objectif, en fait. Ensuite, alors, situation toujours préservée. Donc, comme vous voyez, le taux d'épargne, il se passera, en 2024, on sera à 13%. Après, on sera toujours à 6,5 années. On augmente notre taux d'endettement, il est à 87%, et notre taux de personnel, on le maintient à 43%. L'objectif, c'est d'arriver quand même à être stable par rapport à ça, toujours en maintenant un investissement, quoi. Et donc, l'investissement, donc c'est 5 milliards par an. Alors, 5 milliards par an pour 2022, 2023, 2024, avec une épargne nette, donc je vous ai dit 1,249 milliard, avec des subventions, parce que les subventions, en fait, ça, c'est ce qu'on a qu'on touche du contrat de développement et de l'État, etc. Et l'emprunt, à ce moment-là, on le laisserait à 2 milliards, 2 milliards 400, 2 milliards, etc. L'avantage qu'on a en commune, c'est qu'au niveau des emprunts, et là, je fais une aparté, comme on a, en fait, de l'assainissement, de l'eau, etc., on peut avoir des taux zéro. L'AFD, ils nous font des taux zéro. Pourquoi? Parce que c'est sur du développement durable et la transition énergétique. Plus on continuera à partir de la transition énergétique et le développement durable, plus on pourra avoir des avantages par rapport à ça. Et c'est ça qui est important, il faut le souligner, parce que la Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est pas évident pour elle, quoi. Elle n'a pas tout ça, quoi, en fait. Ensuite, donc là, je vais vous donner... Alors vous avez déjà lu tout votre DOB par cœur, j'imagine. Donc là, en fait, je vais vous dire, en fait, les propositions d'action, les principales propositions d'action, parce qu'il y en a d'autres, mais là, c'est les principales pour vous dire, en fait, 2022, qu'est-ce qu'on propose, quoi. Donc, on propose un nouvel hôtel de police dans les anciens locaux de l'ex-état-major, un dispositif anti-requin, donc il y aura un filet à la baie des Citrons. Il y aura des travaux d'amélioration des 2 casernes de pompiers, des nouveaux véhicules pour la police et les pompiers. Il y a la poursuite du déploiement du réseau de vidéoprotection. Donc ça, on y passe, on est à, je ne sais plus combien de caméras, 153 caméras. Et donc là, tu as un objectif à... Non, c'est une dizaine de caméras sur 2022 et le remplacement des caméras de première génération qui arrivent en fin de vie et dont on a besoin de changer les optiques et les éléments actifs. Ok. Après, dans le thème « Une ville harmonieuse et éco-responsable », donc vous avez la requalification de la route de Lansvata et la promenade Roger-Larocque, la requalification de l'assainissement des rues Porcheron, Lescours, Guégon au quartier latin, parce que là, c'est pareil, ça fait partie des vieux quartiers, la dernière tranche de la réfection complète de la route du Port des Pointes, la poursuite du programme de réfection des trottoirs et des chaussées, ensuite, la transition de l'éclairage public par la technologie LED, donc ça va nous coûter moins cher après en électricité. La finalisation des travaux de mise à niveau de la steppe de Rivière-Salée, qui est une très très vieille steppe. Ensuite, on continue avec la steppe de Yahweh,
le raccordement en fait du poste de refoulement d'eau usée des rues Marmottan, Capucine, Vallée de Sakamoto à la steppe de Bédicitran. Ça, ils vont ah oui, Bédicitran, pardon, Sainte-Marie, excusez-moi, je me suis trompée. Ça, il y en a qui sont contents dans les conseils de quartier. Alors, la réalisation des réseaux d'eau et d'assainissement de la rue Martinet, Magenta Aérodrome. La dernière tranche du renouvellement de la conduite DN 800 d'eau brute du barrage d'Améa, qui passe par Rivière-Salée. Travaux d'aménagement et de végétalisation des espaces publics, réfection des parcs de jeux, aménagement partie sud des quais ferrés. Donc ça, je pense que dans la ville, vous avez pu voir ce que ça donne, etc., par rapport à tout ce qui est fait pour les enfants, etc. Ensuite, mairie proche de ses habitants et une ville pour tous. Donc là, on a poursuite des projets de la démocratie participative. Le programme d'action d'animation socio-éducative décentralisée dans les quartiers. Donc ça, on continue. L'augmentation de la capacité des concessions funéraires au cimetière du 5e, parce que ça, c'est une demande qui revient souvent et récurrente. Une nouvelle salle de veille plus spacieuse pour les grandes veillées. La réhabilitation de l'actuel hôtel de police en un pôle jeunesse, n'est-ce pas, Warren? Et la reconstruction de la maison de quartier de Moravel. Donc là, on va en faire un pôle de musique. Et ensuite, on va avoir une ville culturelle et sportive, donc réhabilitation du bâtiment de la Force Australe, la réalisation du bâtiment des archives, un nouvel événementiel, Nouméa Festival, la modernisation du complexe sportif de la Jeune Seine, qui en a aussi besoin, et ensuite mairie performante, donc la poursuite du programme d'amélioration du confort thermique dans les salles de classe, parce que les enfants, ils ont trop chaud. Jean-Pierre. Du photovoltaïque sur les bâtiments scolaires pour climatiser les salles. Et voilà en gros toutes les principales actions qu'on pourrait faire pour 2022. Et il y en a d'autres, mais on ne va pas tout vous dire parce que sinon on ne s'en sort plus. Hein, il y a trop. Bon. Alors maintenant, je vais vous lire la conclusion. D'accord ? Alors, dans une conjoncture où la crise sanitaire s'est installée durablement, accentuant les difficultés économiques, la ville a su maintenir ses équilibres financiers tout en soutenant l'investissement au profit des Nouméens et des entreprises calédoniennes. En attendant une sortie de crise et les réformes structurelles indispensables pour une reprise de l'économie du pays, les efforts de gestion doivent impérativement être poursuivis en l'absence de visibilité sur l'évolution des ressources communales afin de garantir une épargne optimale pour le financement des investissements et assurer la solvabilité de la collectivité. Pour 2022, l'exécutif poursuivra sa politique prudentielle en matière de gestion et proposera un programme d'investissement volontariste, avec notamment le réaménagement de l'Ansbata pour continuer à développer la ville avec le concours de ses partenaires et faire avancer Nouméa dans la modernité. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Et voilà, donc je vous laisse débattre. Merci. Bien, je vous remercie, Madame Chimanti. Tout était très clair, tout le monde a compris. Excellente pédagogue. Bien. Donc, nous allons ouvrir la discussion générale. Y a-t-il des observations qui souhaitent intervenir par rapport à la présentation qui vient d'être faite par Anne-Christine? Monsieur Bérard. Oui, merci Madame le maire. Vous vous jetez à l'eau. Voilà, exact. Sans filet. Oui, on y reviendra. En fait, je vais couper moi en deux interventions, un peu à l'instant de ce que j'avais fait dernière, parce que d'abord pour parler du contexte, puisque tel que ça nous est présenté, on parle d'abord contexte et finances de la ville, et puis ensuite on parle orientation politique. Donc pour ce qui est du contexte économique, donc comme c'est très bien dit dans la présentation, donc le contexte économique qui reste très difficile, il est toujours illisible pour un certain nombre de secteurs d'activité, et même s'il est positivement contrasté pour d'autres, comme pour le nickel, ce qui a été très bien indiqué. Ensuite, entre la crise sanitaire et le référendum, il faut bien avouer que donner de la prospective économique et établir la confiance des investisseurs, c'est un peu une gageure. Alors si le contexte est catastrophique pour de nombreuses entreprises, moi je souhaite aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a un certain nombre de salariés derrière qui sont aussi dans des conditions très particulières, qui risquent parfois de perdre leurs emplois. Et ce contexte, il est consécutivement très difficile aussi pour les finances publiques. Il n'y a qu'à voir le FIP, donc ça a été très bien expliqué, mais on est quand même en grande difficulté. Alors nous, j'ai toujours ajouté moi, un phénomène aussi endogène, léger, supplémentaire, qui est que Nouméa quand même est une commune qui perd en population, et donc que derrière, il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont pas sur la commune, et donc après ça a des conséquences
aussi fiscale. Donc je suis d'accord qu'il faut je partage totalement avec vous, comme l'année dernière d'ailleurs, la prudence qui est exprimée dans ces documents. Sur les indicateurs, ok, il y a 2 indicateurs qui sont pour 2021 qui sont très bien, c'est l'épargne, la solvabilité. Sur la structure de la dette, pour moi, elle sera bonne une fois qu'on aura apuré les taux qui piquent les yeux quand même, hein, les 4% et tous les prêts qui sont avec des taux à 4%. Je pense qu'une fois que tout ça sera apuré, je pense que ça ira quand même beaucoup mieux. Ce que je regrette, c'est que les prêteurs, ce ne soit pas possible de renégocier, parce qu'on a quand même quelques prêts dans le tableau que vous nous avez fourni, où il reste encore un certain nombre de sommes où on a un taux d'intérêt à 4% de mémoire. Je pensais qu'on pouvait peut-être les renégocier. Mais c'est une question. Ah, sur les recettes propres, j'ai toujours des inquiétudes, hein. Même si dans la note cette année, je peux peut-être me tromper par rapport à l'année dernière, mais la note cette année ne parle pas de produits de cession et ne parle pas non plus d'une description des produits exceptionnels potentiels pour l'exercice futur. Mais comme je l'ai déjà dit ici au Conseil, donc, et comme on a pu voir en 2021, on a quand même pas mal vendu, ça a été expliqué, on n'est pas d'accord sur les raisons, mais vous vendez un certain nombre de choses. Donc si vous vendez encore, vous vendez toujours, à un moment ou à un autre, ça va quand même s'arrêter, même si je suis d'accord qu'il y a un certain nombre de choses qu'il fallait certainement faire. Donc quand on ne pourra plus vendre, qu'est-ce qu'on fera? Telle est la question. Et puis c'est certainement pas les entrées dans nos piscines ou les futures recettes du quai ferry qui viendront équilibrer les comptes nécessaires. Ensuite, il ne sera pas supportable pour les Nouméens qu'on augmente les tarifs communaux des prestations communales, comme on l'a fait cette année. Cette année, on l'a fait, c'est justifiable par une stratégie sur l'eau potable, pour prendre l'exemple concret de l'eau, mais on ne pourra pas faire ça, je pense, tous les ans. Et j'ai une question, au-delà de ce que je pense, mais qui peut être commentée, c'est sur les charges de personnel. Vous dites, donc c'est vrai, il n'y a que les seules créations de postes qu'on a votées, ce sont des créations de postes de policiers municipaux. Par contre, j'ai une question, parce que est-ce que les charges de personnel qui sont indiquées dans le projet de budget, ce sont que le budget principal? Est-ce que ça intègre aussi les budgets annexes? Je voudrais donner un exemple, parce que je sais que lors d'un dernier conseil, nous avons parlé des personnels des piscines, du fait que suite à l'arrêt d'un appel d'offres de mémoire, c'est une reprise en direct par la mairie, et donc ça veut dire que ça, c'est des personnels qui n'étaient pas mairie, qui vont être mairie, si j'ai tout saisi. Donc est-ce qu'ils sont dans les budgets annexes et ils n'impactent pas les ratios que nous avons vus, ou est-ce qu'ils sont dans le budget principal? Merci Madame le maire. Non, il n'y a pas de budget annexe pour les piscines, donc ils sont intégrés dans le personnel global de la commune. Donc il n'y a pas de budget annexe pour ces personnels-là. Exactement. Ah, ça reste des créations de postes, effectivement, là. Donc je ne sais pas comment ça a été expliqué, parce que là, vous nous faites référence aux 10 postes de policiers qui ont été créés depuis qu'on est là. Et donc il y a la création de ces postes. Sur le budget 2022, nous aurons effectivement la réinternalisation des postes des piscines. Donc l'opération globale génère une économie pour la ville d'une 30aine de millions, mais effectivement l'internalisation vient impacter la masse salariale à hauteur de 24 millions. Et donc c'est ça qui s'ajoute, comme l'a expliqué Mme Chimanti, à l'impact de l'augmentation des cotisations de la CLR, à l'adoption de la réforme du statut des agents contractuels de droit public, au GVT. Voilà, mais malgré tout, on présentera pour 2022 une masse salariale en baisse. Y a-t-il d'autres... Oui, Monsieur Blaise. Oui, merci. Non, je voulais simplement signaler qu'effectivement, Nouméa reste la collectivité qui a la structure financière la plus rassurante, avec un taux d'épargne de 15%. C'est pas un hasard, c'est pas la chance. C'est parce que depuis plusieurs mandatures, il y a une stricte discipline de maîtrise des dépenses, et notamment de la masse salariale. Alors c'est vrai que on pourrait tenter de dire, bon, pourquoi Nouméa ne recrute pas à tour de bras, pourquoi Nouméa ne se lance pas. On avait eu un débat sur savoir est-ce que la ville devait avoir une politique en matière de développement économique. La réalité, c'est que la Calédonie, depuis déjà plusieurs années, connaît, comme ça a très bien été expliqué par
Anne-Christine Chimanti, une stagnation, voire un recul des recettes fiscales. Et je peux vous dire qu'ailleurs, c'est beaucoup moins rose. À la province, qui pourtant a aussi fait des gros efforts de concentration de certaines directions, on a atteint péniblement à 8%. Et on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'on ne sait pas, avec les prévisions sur la baisse de l'assiette de répartition, donc qui tombe de 110 milliards à 103 milliards, est-ce qu'elle sera abondée comme en 2021 par une aide exceptionnelle de l'État ou pas? On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et puis la Calédonie, n'en parlons pas. Je veux dire, la Calédonie, elle est tombée, là, c'est le ras des pâquerettes au niveau du taux d'épargne. Le fonds de roulement, il est absolument minimal. Il n'est pas dans la zone rouge, il est dans la zone violette. Donc demain, il y a des vrais problèmes de trésorerie pour payer les factures. Donc je crois qu'on ne peut que se réjouir que Nouméa ait échappé à cela et garder les marges de manœuvre qui lui permettent de continuer à payer ses emprunts et donc à investir dans l'intérêt de ses administrés. Voilà, donc il n'y a pas de, je dirais, de solution miracle d'une année à l'autre, c'est juste du travail, de la constance, de la discipline. Et je crois que ça mérite, il ne s'agit pas de s'autocongratuler, mais ça mérite quand même d'adresser des félicitations au service et puis à l'équipe qui a permis de garder cette discipline. Merci, Monsieur Blaise. Je voudrais juste dire, je crois que tout a été dit par Anne-Christine et par vous-même, mais il s'agit d'avoir aujourd'hui, par rapport aux ressources qu'on peut avoir, et on sait ce qu'elle donne au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais tout le monde est impacté, que ce soit les communes, que ce soit les provinces. Et donc, ça fait depuis plusieurs années que ça dure maintenant, et donc on a cette gestion prudentielle, et on a fait des efforts à tous les niveaux. Et on a fait en particulier des efforts sur le personnel. On a fait des efforts de gestion incroyables, où ça fait maintenant, et on le redit chaque année, à chaque fois qu'on est au Conseil pour l'examen des budgets, moi je tiens à saluer les efforts de gestion qu'on demande aux services, sans altérer le service public, mais à un moment donné, il faudra aussi qu'on fasse attention, parce qu'on va finir par l'altérer, ce service public, parce que tant qu'il y a encore un peu d'os de viande autour de l'os, ça va bien, mais quand on a commencé à attaquer depuis plusieurs années, après on arrive un peu à l'os et ça commence à devenir compliqué, parce que chaque année on demande 3% d'efforts dans les services en disant faites attention, faites attention. Donc moi je tiens à saluer ces efforts, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut, grâce à ces efforts de gestion, grâce aux efforts qu'on fait aussi sur la masse salariale, qu'on a à privilégier tout ça face à des ressources qui diminuent, mais aussi pour pouvoir maintenir un taux d'investissement raisonnable pour cette ville qui avoisine les 100 000 habitants, 98 000 et des poussières, il me semble. Et donc, on se doit de produire un certain nombre et faire des investissements pour produire une qualité de vie qui est indispensable pour Nouméa. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire, mais ça demande effectivement ça demande du travail, ça demande des efforts permanents. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Madame Falaeo. Oui, Madame le maire, j'avais deux questions. En fait, la première, c'est sur le dispositif anti-requin, s'il était possible. Pardon. J'avais deux questions. La première, c'est sur le dispositif requin, s'il est possible de nous en dire un peu plus. Et ensuite, sur les 46 millions qui sont prévus pour l'aménagement de la partie sud des quais ferrés. Juste avoir une idée. Enfin, ah oui. En fait, là, vous m'entendez? Pardon. Oui, non, la première question, c'était juste avoir, si on pouvait, enfin, si c'était possible, de nous préciser sur l'aménagement des parties quai ferry sud. Ancien resto. Voilà. Ouais. Donc je vais répondre sur le premier point. Il se passe pas une seule semaine sans que nous n'ayons, de la part de Nouméens, voilà,
des alertes requins sur les baies. Que ce soit l'Ansbata, que ce soit la baie des Citrons, etc. Et donc, moi, je vais vous dire, mais il me semble que vous l'avoir déjà dit, moi, je tremble tous les matins parce que je me dis, on va m'appeler pour me dire qu'il y a... voilà. Alors, on peut avoir des visions complètement différentes, ce que je peux comprendre sur ce phénomène requin. Mais je crois qu'aujourd'hui, on se doit, et moi, c'est mon sentiment, mais on se doit de protéger au moins une baie qui est très fréquentée tous les jours, où des gens vont baigner le matin, le soir, qui est la baie des Citrons. On peut aménager cette baie, c'est la seule qu'on pourrait aménager, parce que si on prend l'Ansbata, c'est beaucoup trop grand, et ailleurs, c'est beaucoup trop grand aussi. Donc, la baie des Citrons étant petite, donc on en est toujours à l'étude, en sachant que le jour où on mettra un filet pour protéger les gens qui vont nager, le matin, le soir et voire toute la journée, c'est pas gratuit, ça coûte, et qu'on essaie avec des gens qui sont des experts en la matière, et en particulier, on travaille à la fois sur le phénomène requin avec la province sud, avec la Réunion, mais concernant le filet, on a quelques options, et donc on n'a pas encore fait notre choix, avec des options qui ont fait leur preuve aujourd'hui, c'est-à-dire avec des mailles qui peuvent laisser un certain nombre de poissons passer, mais pas des requins, bien évidemment, et qui sont des mailles qui sont entourées de... Comment on peut dire ça, de tuyaux qui, quand vous avez un obstacle qui passe, un poisson par exemple, qui roule et qui n'endommage pas, parce que ça aussi, on est assez précautionneux là-dessus. Donc, c'est ce genre de filet qu'on mettra sans doute en place. On cherche aussi des aides qui pourraient arriver aussi de l'État pour aider à financer, parce que l'État est aussi sensible, puisqu'elle l'a été dans d'autres pays d'outre-mer, à La Réunion par exemple, où il y a eu bien des soucis avec le phénomène requin. Donc voilà, rien n'est encore figé, mais on sait très bien que ça aura un coût et que je crois qu'on se doit de protéger les gens qui peuvent aller nager et qui puissent le faire sereinement, parce qu'il y a aujourd'hui effectivement une psychose, les gens ont peur, et ça on doit l'admettre aussi. Voilà. Après, sur les 40 millions de quais ferry, alors on a agrandi les parkings sur le quai ferry, évidemment. Et donc, ça a un coût aussi quand on fait des parkings. Et en répondant à des demandes à la fois des usagers et des gens qui pratiquent, qui vont au quai ferry, voilà, il fallait... on avait vu peut-être dès le départ un peu trop petit. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les gens sont plutôt satisfaits, même si je dois redire ici ce que j'avais déjà dit, c'est qu'on a ouvert les quais ferry dans une période extrêmement défavorable avec le Covid, et qu'aujourd'hui ça commence à se remplir vraiment, et que moi je salue les investisseurs parce qu'ils le font dans une période qui n'est pas très propice à l'investissement. Voilà. Mais donc ça prend, et on a des demandes de permis d'aménager qui sont en cours, et donc ça se remplit petit à petit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, ou est-ce que monsieur le secrétaire général adjoint, vous souhaitez être plus précis concernant les requins et non, voir... enfin, si vous le souhaitez, mais sur le deuxième point, ça concerne aussi spécifiquement l'aménagement sur l'ancienne zone de restauration. Donc je ne sais pas si vous voulez dire un mot, madame le maire, là-dessus. Oui, parce que effectivement, on prolonge l'aménagement au-delà de la gare maritime. Quand on a ouvert les quais ferry, il était bien entendu que les modules qui avaient été mis là, qui étaient des Algeco les uns à côté des autres, allaient être enlevés. Et d'ailleurs, il y a des restaurants qui étaient là, pour quelques-uns d'entre eux, qui ont basculé sur les quais ferry. Et donc, il n'a jamais été prévu de faire quelque chose à cet endroit-là, mais plutôt d'aménager en espace vert, agréable, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la zone aussi qui ne vont pas forcément manger au quai ferry, et il y a des gens qui peuvent venir déjeuner. Donc on aménage, on a gardé les arbres qui avaient été plantés, les modules ont disparu. Il y en a un d'ailleurs qui part à l'association du 6e kilomètre, Cosmos, où il y aura une maison
une maison là où il y aura des activités sportives. Et puis, il y a un aménagement qui est fait à cet endroit-là et qui se poursuivra, j'espère, puisqu'après, les terrains n'appartiennent plus à la commune de Nouméa. Ce sont des terrains qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je sais qu'il y a quelques projets dans les clous, mais ils ne sont pas encore sortis. Voilà. Donc, il s'agit d'aménagement globalement sur les quais ferrés, sans construire de nouveaux bâtiments. Y a-t-il d'autres observations? Oui, là, moi, je voulais revenir sur les orientations. Bon, vous avez déjà répondu sur le risque requin. Alors, moi, j'avais un complément sur le risque requin, savoir si ça appartenait ou pas à la convention avec les Réunionnais, ou c'était en sus des investissements et des études que vous menez dans le cadre de la convention avec l'île de la Réunion. Je décline mes questions ou on répond une par une, c'est comme vous voulez, Madame le maire. Alors, je vais interroger notre spécialiste requin, Philippe Jusiat, qui suit ça de très près avec les Réunionnais. Donc non, c'est un investissement à part, mais effectivement, comme l'a dit Madame le maire, on sollicite toutes les expertises qui nous permettent d'avoir des avis éclairés sur la question. Donc effectivement, dans le cadre de la convention que nous avons à La Réunion, nous les avons sollicités spécifiquement sur tous les travaux de tests qu'ils ont pu faire sur les barrières anti-requins, puisqu'effectivement on est plus sur un concept de barrière rigide que de filet. Et par la même occasion, ils nous ont permis de rebondir sur les expériences australiennes. Donc on a eu en contact d'autres communes d'Australie sur ce sujet. Mais c'est bien deux objets séparés. Moi, je n'ai pas compte en termes de forme un regret. C'est qu'en fait, on a les investissements dans la partie de la note nous sont présentés sous un ensemble d'axes et les orientations politiques 2022 sont présentées sur d'autres axes. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on fasse comme une certaine gymnastique pour essayer de remettre nos petits là où ils sont. C'est un regret, si l'année prochaine on pouvait avoir la même chose d'un côté que de l'autre, ça faciliterait le travail des conseillers municipaux. Je vous en remercie puisqu'on n'a pas exactement les mêmes thématiques. Alors bon, sur la thématique Une ville plus sûre, j'ai ma réponse. Sur la thématique ville harmonieuse, éco-responsable, donc après la lecture exhaustive de la note, je m'aperçois qu'il y a à nouveau rien en termes d'investissement sur les quartiers nord, à l'exception notable de la steppe de la rivière Salée, si je puis dire, et de la steppe de Yahoo. Alors vous me direz, c'est difficile de déplacer Lansvata dans les quartiers nord. Lansvata, elle est là où elle est. Mais néanmoins, il nous faudrait, je l'ai déjà demandé, un signal fort en termes de cadre de vie dans les quartiers nord, puisqu'actuellement, c'est vrai que la concentration des investissements sur le cadre de vie se sont faits, qu'on le veuille ou pas, sur les quartiers sud. Alors c'est vrai que pendant la campagne électorale, j'avais tapé du poing sur la table. Après, je vous l'ai demandé. Après, j'ai sollicité de la théo de bienveillance de Madame le maire. Et la dernière fois, lors du dernier conseil municipal, j'ai exhorté, parce que des idées, vous en avez, je le répète ici. Je sais que vous avez des idées. Et donc, je sais qu'il y a certainement des choses que vous devez pouvoir imaginer sur les quartiers nord. J'ai toujours moins une inquiétude par rapport aussi, alors, attendu du contexte juridique et technique, sur nos villes. Je rappelle toujours, plus de 3000, avec le Covid en plus, c'est encore plus que 3000 étudiants, c'est 3500 je crois, parce qu'ils ont augmenté les effectifs, plus les lycéens, etc., tout ce qui a été construit. Et je vois, j'ai pas vu dans vos orientations, j'ai pas vu dans vos priorités quelque chose de spécifique sur nos villes et je le regrette. Et alors toujours sur le cadre de vie, je voudrais revenir sur un projet qui est un très très beau projet que vous nous avez présenté, qui est Lansvata. Alors je voudrais revenir pourquoi ? Parce que je pense que nous avons, même moi, nous avons collectivement oublié un style de vie calédonien qui est très présent sur Lansvata actuellement, un endroit où on a connu des compétitions internationales en termes de sport nautique et sport de voile, que sont donc les sports nautiques et les sports de voile. Je sais qu'ils sont certainement en partie dans le projet, on a beaucoup vu le projet autour des modes doux, mais je voulais simplement voir dans quelle mesure, je ne sais pas si sur 2022, si vous pouvez encore faire évoluer les études que vous avez lancées, pour pas qu'on les oublie, alors à moins que je n'ai mal lu le projet, potentiellement, mais j'ai quand même l'impression qu'au final du final, il y aura
à regretter, des oubliés, et ceux-là en particulier. Donc voilà, c'est ça mes questions, ou en tout cas les orientations que je souhaiterais qu'elles soient réétudiées. Le vote du budget, comme vous l'avez très bien dit, c'est le 22 février. Donc peut-être qu'on a encore le temps, peut-être vos services ont peut-être le temps de voir, de réévaluer ou de réétudier la chose. Le dernier regret, par contre, c'est je trouve toujours que dans la thématique Une ville pour tous, on est quand même toujours, comme l'année dernière, le parent pauvre. Alors, il y a beaucoup plus de fonctionnement dans ce secteur-là que d'investissement, j'en conviens. Enfin, mais néanmoins, c'est quand même un petit peu le parent pauvre. Voilà un peu toutes mes questions en vrac. Merci, Madame le maire. Bien, nous sommes effectivement dans un débat d'orientation budgétaire. Donc, on vous a donné nos orientations. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais dont on pourrait parler concernant les quartiers nord et les quartiers est. C'est la démocratie participative, qui a un budget extrêmement conséquent et qui, en proportion, la plupart des projets qui ont été réalisés sont souvent venus des quartiers nord, des quartiers est, beaucoup plus que les quartiers sud. Donc les quartiers nord et quartiers est, nord-est, sont pris en compte, bien évidemment, et ne sont pas laissés pour compte. Il y a dans ces quartiers aussi tout un renouvellement, je vais dire ça comme ça, des maisons de quartier avec un souffle nouveau qui sont menées par une nouvelle équipe. Et donc, vis-à-vis de la jeunesse, il va y avoir un maximum de choses qui vont se faire. Et Warren Narway, qui s'en occupe, pourrait en parler. Concernant Nouville, je vous ai déjà dit que la chose est extrêmement complexe puisque nous ne possédons pas, ou presque pas, ou très peu de foncier sur Nouville. Aujourd'hui, c'est une zone qui est très largement squattée, sur des terrains qui appartiennent en grande partie à la Nouvelle-Calédonie, pour une petite partie aussi à la province sud, et que tant qu'on n'aura pas mis tous ces partenaires autour de la table, et qu'ils ne se seront pas, parce qu'ils le savent très bien, décider une bonne fois pour toutes de dire on va libérer ce foncier et on va en faire quelque chose, et on va désquatter. Donc l'État est aussi partie prenante de ça. Je sais que c'est une question qui interpelle le haut-commissaire aujourd'hui, et donc chacun est interpellé par le sujet. Sauf que chacun, parce que depuis des années, on a laissé faire. Au gouvernement, on a laissé faire les choses. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation qui est extrêmement difficile à gérer. Mais tant que ces collectivités qui sont propriétaires du foncier ne vont pas se mettre autour de la table pour dire on va définir ce qu'est Nouville et qu'est-ce qu'on en fait demain, et comment fait-on pour désquatter, et comment fait-on pour adapter un habitat, pour ceux qui pourraient éventuellement y rester, ce sont des questions qui sont essentielles. Alors nous, on se pose la question et on travaille avec la province sud en particulier, parce qu'on a aussi un autre problème, c'est que on pourrait vous rétorquer, oui, mais Nouville, demain, quand on va construire, on a quand même un goulet d'étranglement. Ça veut dire que c'est le pont. Alors le pont, ça n'est pas simple, parce que vous avez une grosse conduite d'eau qui alimente Nouville, qui passe sous le pont, et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, et qu'on ne peut pas se permettre d'aller casser une conduite, Monsieur Bérard, comme celle qui a été cassée par une entreprise un jour de pluie intense, il y a quelques jours de ça. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention, et donc on travaille bien évidemment avec la province sud aujourd'hui concernant l'entrée, ce qu'on appelle l'entrée nord. Et donc il va falloir à un moment donné dévier la route qui mène aujourd'hui à Nouville. Il va falloir la dévier intelligemment, parce que je ne vais pas quand même vous cacher que l'équipe qui était là avant a choisi de mettre une station d'épuration au milieu. Donc maintenant, c'est quand même un peu compliqué, parce que maintenant, il faut contourner la station d'épuration. Mais on va y arriver. Il y a déjà des schémas, et donc on est en train de les étudier, et donc ça va coûter, bien sûr, mais dans le prolongement de cette entrée nord, il faut bien réfléchir aussi
Et c'est ce que fait la Nouvelle-Calédonie, sauf que la Nouvelle-Calédonie est exsangue, et donc c'est un peu compliqué, parce que le pont, c'est quand même aussi la Nouvelle-Calédonie, et qu'il va falloir bien élargir la voie. Sauf qu'après, il faudra réfléchir, parce que vous savez, il faut toujours avoir 3 longueurs d'avance, hein. On ne peut pas juste regarder comme ça par le petit bout de la lorgnette. Donc si on s'occupe de l'entrée nord, il faut la travailler. Si on s'occupe ensuite de l'avenue James Cook qui nous amène jusqu'au pont et revoir la conduite de façon à ce que il faudra la protéger parce qu'elle alimente nos villes. Et donc il faut élargir le pont. Et puis après, on se retrouve avec une voie qui est assez rétrécie. Et donc il faudra penser de la même manière dans le développement de nos villes. Comment fait-on pour élargir cette voie alors que d'un côté, on a un talus, que de l'autre côté, on a construit, et vice-versa. Et donc, tout ça, ça se réfléchit. Mais concernant nos villes, moi, j'estime, et je suis en phase avec vous, il y a urgence. Et donc, il faudrait que la Nouvelle-Calédonie se détermine et qu'elle vienne autour de la table pour nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'elle veut faire sur nos villes. Il y a de l'habitat à développer, il y a sans doute des zones aussi à développer, il y a des pôles scientifiques sans doute à faire là-bas, parce qu'il est quand même invraisemblable que dans ce pays, on n'ait pas encore développé de pôle scientifique. Il y en a qu'on en parlait avant, qui étaient au gouvernement, on n'a toujours rien vu venir, mais peut-être que demain, on verra des choses un peu s'ouvrir, les esprits, les chakras, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on arrivera à voir ça de manière positive, alors qu'ici, on pourrait être un laboratoire dans la région et voir bien au-delà de la région, pour des scientifiques. Voilà. Et enfin, concernant Lansvata, puisque c'est le dernier sujet que vous avez abordé, alors il y aura de la place pour tout le monde. Je vois des polémiques en ce moment parce que surgir sur les réseaux sociaux. Donc, Lansvata, j'ai l'impression que là, ça commence aussi. Lansvata, c'est fait pour tout le monde. Ça n'est pas fait que pour les véliplanchistes. Parce que ce serait bien égoïste de faire ça. Ça voudrait dire qu'on pourrait laisser cette zone uniquement pour les véliplanchistes et puis foutre tout le monde dehors. Pour dire la plage c'est à nous. Celui qui veut marcher, est-ce qu'il a le droit de aller marcher à Lansvata? Celui qui veut se baigner le matin ou le soir, est-ce qu'il a le droit d'aller se baigner à Lansvata? Celui qui va vouloir, avec son gamin, une dame pousser la poussette, on va lui dire « Ah non, madame, c'est réservé aux véliplanchistes ». Celui, la personne âgée qui va vouloir aller marcher, se promener le matin, on va lui dire « Ah non, c'est réservé aux véliplanchistes ». Lansvata, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et donc, ce projet, il a été pensé pour réceptionner tout le monde. Et personne n'est oublié. Et certainement pas les véliplanchistes. Parce que les véliplanchistes, ils évoluent sur l'eau. OK ? Après, ils vont gréer leur matériel. Et donc, il y aura suffisamment de place pour gréer le matériel. Mais on ne peut pas réagir par égoïsme. Et si une fois qu'on a compris que Lansvata était pour tout le monde, quelles que soient les activités que vous voulez faire, mais aussi quelle que soit la couleur de votre peau, alors on sera sur la même longueur d'onde. Et donc c'est pour tout le monde. Et ça ne doit pas être confisqué à personne. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. Voilà. Donc à un moment donné, on peut s'activer sur les réseaux sociaux, on peut dire tout ce qu'on veut. Le projet, il a été pensé justement pour rendre les choses confortables pour tout le monde. Sauf que vous en avez quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Eh ben, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais à un moment donné, il faut avancer. Voilà, Monsieur Bérard. Oui. Merci, Madame le maire. Je voulais ajouter quelque chose. Bon, outre la difficulté du foncier à Nouville, on a installé le Proxibus une fois par semaine. C'est une nouveauté. On l'a enlevé à Sainte-Marie, on l'a mis à Nouville. Et au niveau des subventions pour les associations de quartier, je tiens à préciser que la presqu'île de Nouville est extrêmement active. Nous avons donné à 9 associations de quartier des subventions cette année au titre des subventions de quartier. Donc, Nouville n'est pas abandonnée. Nous y sommes et nous travaillons bien avec les associations.
Bien, y a-t-il d'autres... Ah, pardon, oui, Monsieur Naroué. Juste pour compléter le propos, c'est vrai que tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y avait pas de projet sur les quartiers nord. Il y avait celui de Montravel. En tout cas, nous, ce qu'on essaie d'amener dans la dynamique déjà, enfin, je remercie l'outil déjà d'EMPA, piloté par Madame Chantal Bouillet, parce qu'on arrive sur des discussions où on essaie d'amener cet esprit calédonien, comme vous disiez tout à l'heure. On parlait de Montravel, là qui va être, on va redynamiser dans la requalification des maisons de quartier. Donc on va organiser une journée porte ouverte où on essaie de retravailler sur tous les liens et le sens qu'on doit donner sur nos maires. On parlait tout à l'heure du proxibus. Comme justement on est en train de voir, on a discuté aussi avec le Sénat coutumier, d'être en phase du Sénat coutumier et pour voir aux besoins des populations qui sont sur place. Donc c'est garder en fait un sens, un esprit de service et de garder cette qualité de service qu'on parlait tout à l'heure dans le contexte actuel qui nous concerne. Donc sur chaque chose qu'on va amener, par exemple sur la maison de quartier de Montravel, qui va s'appeler espace municipal, c'est aussi discuter avec les différents acteurs sur place et créer du lien. Donc à la fois avec les bailleurs sociaux qui sont sur place, parler des conditions de vie. Tu as pu, Monsieur Bérard, vous avez pu venir à la démocratie participative sur l'espace municipal de Tuban, la maison de quartier, qui va faire partie maintenant de la deuxième outil de diffusion artistique et culturelle, comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois. C'est qu'on aura 24 structures de proximité. Donc on aura ces 6 espaces municipaux qui vont... je vous inviterai à la journée porte ouverte pour en discuter. Et il y a la vallée du Tir qu'on va engager à la Goélette, qui va devenir la maison de quartier. L'ancienne maison de quartier fera partie de cet outil de diffusion artistique et culturelle. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi, à la fois dans les différents espaces qu'on puisse zoner sur Nouméa, c'est regarder justement l'offre sportive, qui est déjà bien doté, mais aussi l'offre culturelle et aussi le bien-être avec les différentes spécificités des différentes zones, que ce soit sur l'espace municipal à Tindu, que ce soit l'espace municipal à Tuban, à Rivière-Salée, Montravel, on est en train de revoir parce qu'on est en train de regarder aussi les conditions, on parlait tout à l'heure de qualité de service. La maison de quartier de Montravel, on peut regarder, avant il y a eu des problèmes sur ce quartier-là, on a déménagé de l'autre côté, la Croix-Rouge est en train de partir. On voit aussi qu'il y a pu y avoir de l'insécurité dernièrement sur un tir sur un bus où il y avait des enfants. Donc c'est toutes ces dynamiques de discussion qu'on aura avec la population, de proximité qu'on essaie de mettre en place, de ne pas venir imposer des projets, mais discuter avec tous les acteurs pour pouvoir être ensemble sur toutes les dynamiques, malgré les conditions, on va dire, financières et budgétaires qui nous sont imposées. Moi, j'aimerais bien faire beaucoup de choses, on a plein d'idées, mais qu'elles soient structurées, tenables, soutenables, et qu'on ne vienne pas faire du one-shot sur des sites, mais qu'on puisse construire un lien sur du moyen et long terme. Donc voilà sur la dynamique que je puisse dire sur ces maisons de quartier, parce que vous l'avez oublié de le citer tout à l'heure, on engage, et c'est quelque chose qui est assez important, je pense que c'est une pierre angulaire de revenir sur Montravel dans ces dynamiques-là. On ne l'a pas encore développé assez, mais on aura le temps, je pense, le 22. Mais c'est des dynamiques en fait, qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est une globalité sur les différentes équipes où on est en train d'essayer de travailler en transversalité. Donc moi, je suis sur ma première mandature, j'apprends aussi de l'expérience de la première mandature. Mais voilà les dynamiques, en tout cas, qu'on essaie d'amener avec les différentes populations. Et lorsque je regarde Nouméa, c'est un peu un Brisbane, c'est un peu un Port-Villa, c'est qu'on a toutes ces dynamiques réunies ici sur Nouméa. Donc on a une ville qui est vraiment très forte, très riche, et qu'on doit amener cette mutualisation et travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Naroué. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Madame Oumini. Oui, merci Madame la maire. Juste pour revenir sur le risque requin, vous disiez qu'apparemment ce serait un filet uniquement pour la baie des Citrons, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres projets pour les autres plages finalement. Parce que bon, non, on s'arrête que sur le... Non, Madame Oumouni, parce que d'abord c'est un dispositif qui coûte cher, Oui, donc on n'aurait pas les moyens d'en mettre partout. La seule baie la plus petite qu'on a et qui est très fréquentée par les nageurs, c'est la baie des Citrons. Et donc c'est une baie relativement petite et fermée, qu'on peut adapter, et on peut adapter un filet. Voilà. Après, on pourrait mettre d'autres filets dans d'autres baies. Oui, c'est sûr. Mais on a des problèmes de vent souvent sur Lansvata. On pourrait en mettre sur Sainte-Marie, qui ne sont pas des endroits... voilà. Après, tout ça, ça pose des problèmes de fond aussi. Plus il y a du fond et plus les filets sont hauts et plus ça coûte cher.
Et après, on ne pourrait mettre que des zones délimitées, c'est-à-dire comme des piscines dans l'eau avec un filet, ce qui peut arriver sur certaines plages et certaines baies, certaines villes en Australie. Voilà. Nous, l'idée, c'est vraiment de mettre un filet dans la baie, à 200 mètres du bord, qui aille d'un bout à l'autre de la baie, de façon à ce qu'on n'empêche pas les nageurs et on les restreigne pas à avoir un petit périmètre où on ne peut pas véritablement s'exprimer. Voilà. Mais du coup, Mais pour l'instant, ça n'est pas prévu ailleurs que là. Mais du coup, qu'est-ce qui sera engagé d'autre comme moyens ou projets pour les autres plages, en fait? Alors, pas grand-chose. D'accord. Des alertes, des alarmes, plutôt, qu'on a déjà mis. Ça, c'est avec un travail qui est fait avec la province, en particulier au Cannes, sur la Sainte-Marie, la Côte Blanche. Allez-y. Et puis des alarmes aussi sur les îlots. C'est prévu également pour l'îlot Canard, Oui. l'îlomètre, un système qui va expérimenter un système d'alarme sonore permettant de plus facilement signaler le risque et permettre l'évacuation spontanée des baigneurs. Voilà. Mais effectivement, comme l'indique Madame le maire, il n'y a aujourd'hui que la baie des Citrons dont la configuration permette l'installation d'une barrière. On parle de fil anti-requin parce que c'est le terme qui était utilisé, mais on n'est pas du tout, comme le disait Philippe Jusiac, on est plus sur une barrière anti-requin qu'un filet au sens qu'il ne retient pas les espèces marines. Ok. Et du coup, dans la volonté d'être une ville pour tous, qu'est-ce qui serait engagé du coup pour, par exemple, les plages de Nouville, qui sont également des plages très fréquentées? Écoutez, non mais moi je vais être très franche avec vous. On n'a pas vraiment, on s'est pas posé la question sur Nouville pour l'instant. C'est déjà assez compliqué comme ça en termes d'études. C'est long. Ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Après, je pense qu'il faudrait qu'on interroge aussi d'autres collectivités. La province, je crois qu'on va faire une expérimentation déjà avec. Ça a déjà été expérimenté dans le monde, mais on pourrait faire une expérimentation du côté de la baie des Citrons parce que c'est simple. Dans d'autres baies qui sont beaucoup plus grandes, je vous dis, la possibilité, c'est de mettre un filet comme ça, c'est-à-dire comme une piscine. C'est protéger un endroit. Ça peut se faire. Et je pense qu'au niveau de la province, sur des zones comme Nouville, ça doit pouvoir s'envisager pour demain. Voilà. Ne serait-ce que au niveau du Cannes, par exemple, quand il y a la piscine au Cannes, on en a parlé avec la province. Et je pense que la province, elle a quand même ça aussi dans les clous. C'est-à-dire, c'est de protéger aussi cet endroit. Parce que finalement, il n'y a que des boudins sur l'eau, mais ça n'est pas protégé en dessous. Et ça peut être un endroit, c'est-à-dire c'est une piscine dans la mer finalement. C'est un endroit qui peut être protégé. Je sais que j'en avais parlé avec la présidente de la province qui n'y était pas forcément opposée. Ça n'est peut-être pas forcément dans ce budget, mais ça peut s'imaginer très bien. Plus on aura des endroits comme ça qui seront protégés, et mieux ce sera. Merci. Et du coup, effectivement, c'est intéressant aussi pour, dans l'axe, une mairie proche de ses habitants avec notamment cette démocratie participative. En fait, on est à plus de 136 millions, effectivement, parce qu'il y a eu 56 millions qui n'ont pas été engagés en 2021, si je comprends bien. On reste sur le même budget qui avait été alloué en 2021, et c'est ça. On a remis effectivement, on n'est pas allé jusqu'au bout des projets parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il n'y a pas eu la réunion, etc. Ça a été une année extrêmement compliquée. Donc il y a des reliquats. On a réinscrit 80 millions, c'est-à-dire c'est ce qu'on inscrit chaque année, plus les reliquats. Donc on arrive à près de 126 millions, je crois, pour cette année. Monsieur le directeur des finances, c'est à peu près ça. Voilà. Et d'année en année, quand les fonds ne sont pas utilisés, on les répercute. On a déjà fait ça l'an dernier pour ne pas perdre et pour avoir un budget qui augmente et avoir une latitude beaucoup plus importante. Après, c'est vrai que... Tous les projets ont été engagés, mais après, c'est le mandatement qui prend plus de temps parce qu'il y a eu les Covid. Mais
tout ce qui a été prévu, qui a été décidé dans tous les conseils de quartier, adopté par tout le monde, sera finalisé courant 2022. Tout ce qui a été décidé sera fait. Ok, d'accord. Et en fait, je voulais juste savoir, après c'est vrai que au niveau de la gestion financière en fait, des comptes de la mairie, effectivement, on ne peut que vous féliciter. Hein. Finalement, c'est une gestion en bon père de famille que vous menez. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, je voulais savoir si, au niveau de cette enveloppe qui est dédiée à la démocratie participative de 80 millions, est-ce que pour les prochaines années, il y aurait une volonté de l'augmenter ou pas du tout? On fait en fonction, Madame Aumouni, on fait en fonction de nos moyens. La démocratie participative, elle a démarré à 100 millions dans l'ancienne mandature. Et comme on a été obligé de demander des efforts à tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, à tous les services, et que on a demandé de diminuer, on a aussi fait un effort, ce que les conseillers de secteur ont parfaitement compris, on a fait un effort aussi, et donc on a baissé la subvention. Elle est toujours de 80 millions, mais en fait, comme on n'arrive jamais vraiment à finir les projets et voir, on n'arrive pas à tout faire, et il y a toujours un petit reliquat de entre 5 et 10 millions chaque année, sauf cette année un peu plus, et donc on les remet au pot, ce qui fait qu'on a toujours une moyenne qui est aussi entre 80 et 90 millions chaque année. Ce qui est important pour la collectivité. Oui, je peux comprendre. Après, c'est vrai qu'au niveau de votre axe concernant la ville plus sûre, on est quand même à un engagement de 372 millions. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est votre cheval de bataille hein, de vos mandatures. Et je peux comprendre que vous mettiez autant de financement dans cette politique. Mais je pense qu'il y aurait une plus-value à l'orienter aussi vers nos populations directement, plutôt que d'engager. Mais je comprends. Oui, je vois que vous comprenez, Madame Aumouni, mais vous savez, le secrétaire général a répondu tout à l'heure, les caméras de vidéosurveillance. Ouais. Elles sont importantes. Ouais. Vous voyez, le dernier fait en date, c'est cette nuit, 1h du matin, le maire est réveillé, ça c'est pas très grave. Parce qu'il y a le feu dans une station-service, à Port-Plaisance. Ça brûle. Et on se dit comment on fait pour que le feu n'atteigne pas la galerie Marchand. Eh bien, grâce à la caméra de vidéosurveillance, on a vu qui a mis le feu. Et cette personne est arrêtée depuis cet après-midi parce que la police municipale a fait son travail et l'a trouvé sur la place des Cocotiers. Donc en termes de sécurité, on voit bien que ces caméras, elles sont importantes. Alors on peut avoir une vision différente, je vous le concède, parce que vous préféreriez sans doute avoir peut-être un petit peu moins de police, un peu moins de caméras. Mais je crois qu'on est rentré, et je sais que vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'on a quand même aujourd'hui, ça pose un problème, c'est qu'on a une petite partie de notre jeunesse qui est quelque peu en perdition. Et qu'on ne peut pas tout régler par le consensus, même si on doit essayer par tous les moyens, et en particulier par la formation, de remettre ces jeunes dans le circuit normal de la vie, c'est-à-dire du travail, de l'estime de soi, etc. etc. Mais rien ne peut se faire uniquement que comme ça. Il y a aussi un travail à faire. Et je viens de vous citer un exemple. Voilà. Donc, oui, je peux comprendre. Hein. Rome, c'est pas fait en un jour. Et c'est vrai que c'est des parcours de vie aussi qu'il faudrait créer avec nos jeunes. Et je pense que Warren a commencé à s'engager clairement dedans. Mais c'est vrai que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Et ça, c'est pour tous les combats. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi de réétudier peut-être cette question. Et c'est dommage aussi d'orienter principalement en fait, les budgets aussi sur tout ce qui est réfection de trottoirs et réhabilitation de bâtiments. Enfin, je veux dire,
c'est intéressant, mais je veux dire, c'est peut-être pas là qu'il faudrait engager le plus de financement. Après, mais bon. Voilà. Merci beaucoup, Madame le maire. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, excusez-moi, je peux pas être d'accord avec ça. Parce que ça c'est des clichés. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas dire, c'est parce qu'on va pas faire des trottoirs et on va pas avoir de police municipale que les gens vont être heureux dans les quartiers. Donc, je m'excuse de réagir, mais c'est parce que c'est un discours qu'on entend tout le temps, et je trouve que c'est un discours qui est, excusez-moi, démagogique. Pourquoi ? Parce que la mairie, elle a des compétences qu'elle est la seule à assumer. C'est-à-dire que si la mairie ne s'occupe pas des trottoirs, qui va s'en occuper ? Si la mairie ne s'occupe pas de la police municipale, qui va s'en occuper ? C'est pas le gouvernement, c'est pas la province. Donc à un moment, je veux dire, quand on a une compétence, on doit l'assumer. Donc il ne faut pas dire que parce qu'on ne va pas moderniser la police, on ne va pas avoir des moyens pour assurer la sécurité des gens, c'est ça qui va dégager de l'argent pour s'occuper des quartiers. La réalité, c'est que si on veut s'occuper des quartiers, ça se passe au gouvernement, qui est en charge de la politique du logement au travers des OLS, qui ne fait pas bien d'ailleurs. Je rappelle qu'il est quand même actionnaire à 50% de la SIC. Donc, et on a eu l'occasion de parler du bilan, de la qualité, et donc à tel point que nous, la province, on arrive en pompier pour remettre de l'argent pour rénover les quartiers. On fait des réunions avec la mairie pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on est quand même bienveillant. On ne veut pas quand même non plus laisser chacun face un peu au problème qu'il a généré depuis des décennies. Donc, si vous voulez régler les problèmes dans les quartiers, c'est d'abord que toutes les collectivités travaillent. On s'appuie sur les compétences de la mairie, qui a des acteurs de terrain. On s'appuie sur la compétence de la province qui peut amener des subventions et qui gère le logement social. Et puis, on travaille avec la SIC pour essayer d'avoir une politique dans les quartiers pour effectivement éviter la ghettoisation. Et je l'ai dit à plusieurs reprises déjà ici. Donc, et c'est l'addition de ces compétences qui permet de faire les choses. Donc je m'excuse, je suis un petit peu... J'aime bien pas de problème. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas dire que c'est parce qu'on ne fera pas de la police et parce qu'on ne va pas faire des trottoirs que les gens vont être heureux. Je crois que chacun doit faire son travail. Et ce que fait la mairie contribue à pas ce que j'ai la situation générale. C'est quand même comme ça que vous le présentez. Non, vous interprétez ça comme vous avez envie. Mais clairement, ce qui a été dit, c'était qu'il y avait une partie du budget qui pouvait être orientée différemment. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas de police, qu'il ne fallait pas de trottoirs ou de réfection des trottoirs. J'ai simplement dit qu'il y avait une possibilité de réorienter une partie du budget. C'est simple. Ça ne veut pas engager autre chose que ça. Donc si vous l'interprétez comme ça, c'est vous. Mais c'est clairement pas ce que j'ai dit. Ça est un terrible malentendu. Je suis content qu'il soit levé et qu'on soit tous d'accord pour qu'il y ait de la police et des trottoirs. Bien, y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Bérard ? Deux derniers commentaires. Oui, c'est bien. C'est bien, Madame le maire. Deux derniers commentaires. Quand on voit le débat, définitivement, mais vraiment définitivement, dans notre millefeuille administratif, nous avons bien un niveau de trop. Je ne sais pas moi personnellement exactement, j'ai une proposition à vous faire, mais je ne la ferai pas ce soir, à la faire, mais définitivement quand je vois tout ce méli-mélo et qu'on constate aujourd'hui dans la quotidienneté de la vie des gens, parce que la mairie c'est ça, on s'aperçoit quand même définitivement que s'il y en avait un niveau de moins, on serait certainement plus à même de gérer. Ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'était pour répondre positivement, parce que je pense qu'on est dans un débat constructif sur un certain nombre de choses sur les quartiers. Je voulais prendre un exemple. Je vais un peu vous piquer, mais je voudrais surtout rebondir entre Madame le maire et son adjoint Warren. Vous avez l'ex-base nautique de Tindu. Vous avez du foncier. Là, pour le coup, les bâtiments sont à vous. La mise à l'eau existe. Bon, malheureusement, la baie est très ensablée ou très... Enfin, il y a un problème. On ne peut plus faire ce qu'on veut jusqu'aux îlots qui sont derrière. Vous avez fait des améliorations, vous avez fait des aménagements qui sont méconnus sur Caméré, toute la zone, là, etc. Quand moi je parle de changer un peu les investissements, pourquoi pas faire des investissements co-construits avec les habitants ou avec tout un tas de personnes qui se disent, bon voilà, la mairie elle a ce bâtiment, elle est prête à mettre X, alors c'est ça que vous devez vous, Madame le maire, je pense, déterminer, mais on essaye de faire quelque chose, mais on y met les moyens. Là où je voulais simplement vous expliquer, c'est on est capable, je dis pas que je suis pas pour ou contre, c'est pas la question non plus là moi. On a mis
60 millions dans des cerisiers. Et on a été obligé de faire 2 fois, puisque le cyclone avait enlevé tout ce qui avait été... Est-ce qu'on ne peut pas, sur ce type de choses, sur ce type de projet, dire, je ne sais pas, je délire, mais on met 50 ou 60 millions, si ça que ça vaut, parce que je sais que la baie, il faut nettoyer, il faut faire un certain nombre de choses, il y a plein de choses à... Mais c'est ça que je veux dire, des projets phares dans les quartiers nord, c'est ça que moi j'appelle. Peut-être qu'on construit, comme le dit très bien Warren, avec les habitants. Mais c'est donner un nouveau rebond. Et que les gens du sud, qui ne connaissent pas les quartiers nord, et pourtant Dieu sait qu'à Caméré, il y a des belles zones, on les amène. C'est ça que j'essaye de dire, je sais pas, je le dis peut-être très mal depuis 2 ans, mais c'est au fond de moi, c'est vraiment ça, c'est attirer les populations vers les quartiers nord. Ok ? Et cette base de nautique de Tindu, pour moi, c'est le symbole. Parce qu'on y a retiré la maison de l'environnement, qui est maintenant dans le parc urbain, parce qu'elle était là au départ. Il y avait un certain nombre d'activités qui se faisaient là, et ce bâtiment vieillit. J'espère qu'il est encore en bon état, qu'on peut en faire plein de choses encore. Mais c'est un exemple. Il y a peut-être d'autres exemples dans les quartiers nord. Je suis certain qu'on va trouver des centaines. Idem, le parc urbain le parc de Rivière-Salée. Et je conclurai là-dessus. Ceux qui croient au quartier nord actuellement, c'est 2 privés. Vous en avez un que vous nous avez très bien expliqué, c'est le projet pour les loisirs. Et le deuxième, c'est Hénin qui, lui, sur le centre commercial de Rivière-Salée, il y croit, puis il essaye de faire des choses nouvelles, et il essaye d'enclencher. Donc on a des privés qui sont prêts à faire. Moi, je me dis, mais que les collectivités, en particulier la mairie, aillent aussi dans ce sens. C'est ça la volonté qui est exprimée dans mon regret. Voilà. Merci, Madame le maire. Et j'en ai fini. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Blaise, Madame Faléou ensuite. Oui, alors, il n'y a pas rien qui est fait sur Caméré quand même, parce que, alors, l'histoire de faire des activités nautiques sur la baie de Tindu, je rappelle qu'il y a quand même des problèmes de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des métaux lourds dans l'eau, dans les vases. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas aller faire baigner les gens dans des métaux lourds. Donc ça, c'est à préciser. Ensuite, il y a un projet qui est mené conjointement par la province sud et la mairie, qui est le projet d'aménagement de tout un espace d'activité à la briqueterie. Donc, ce sont des pistes de VTT, ce sont des projets où on associe les populations avec des jardins familiaux. C'est justement, ça répond exactement à ce que vous dites, mais vous voyez, les grands esprits se rencontrent. C'est que, et ce projet, c'est pas moi qui le porte, c'est Gilles Brial qui a travaillé dessus avec la direction de l'équipement et avec les équipes municipales. Ce projet, il vise à amener justement les gens de Nouméa à cet endroit, parce qu'effectivement, Caméré, c'est un quartier qui est méconnu et qui a une végétation très intéressante. Simplement, voilà, ces projets, il faut les mettre en œuvre. Il y a des populations qui sont parfois en squat, il faut accompagner ces choses-là, mais je peux vous dire que ces projets sont bien dans les tuyaux et qu'ils vont aboutir. Il devait y avoir une présentation faite aux populations, et puis tout ça a été mis en suspens à cause du Covid, puisqu'on ne peut pas réunir les gens, évidemment. Et je ne veux pas, moi, anticiper sur ce que les services ont à dire, mais il y a quand même, Madame le maire, un projet de lieu de vie que vous portez pour redestiner l'école qui a été fermée. Donc ça, c'est quand même pas rien. Bien, merci, Monsieur Blaise. Ça me permet de pouvoir rebondir. Vous avez très bien expliqué. Aujourd'hui, la baie de Tindu, c'est ce qu'on a laissé croire aux habitants pendant des années. L'équipe qui était ici avant a laissé croire que un ancien adjoint au maire avait même dit qu'il irait se baigner avec les habitants et qu'il mettrait son maillot de bain. Les habitants, ils n'ont jamais vu l'adjoint avec le maillot de bain. Et donc, c'est un peu compliqué parce que la baie est extrêmement envasée. Il y a des métaux lourds, effectivement, et qu'aujourd'hui, elle est interdite à la baignade. Il y a une station d'épuration qui n'a pas été traitée de manière normal pendant des années. Nous avons fait le travail pour tenter d'assainir, mais il me semble qu'on en a déjà parlé dans ce conseil. Il y a un peu de résistance sur un certain nombre de maisons où les gens ne veulent pas se raccorder, et donc
c'est un petit peu compliqué. Mais Philippe Blaise a évoqué le fameux projet qui est mené par la province, donc on s'y intègre complètement. Et donc, on a aujourd'hui une école qui est fermée, effectivement, Louise Vergès, et dans laquelle on va s'intégrer dans le projet avec la province. Et on voudrait bien en faire un tiers-lieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui en métropole et dans des grandes villes, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur une friche, on est sur une école. Mais c'est en concordance parfaite avec le projet de la province, parce qu'il y a beaucoup de terrain aussi à la briqueterie, et qu'il y a un vrai projet avec les habitants, et en particulier les jeunes de Tindu, pour essayer de faire quelque chose qui soit plutôt écologique dans le coin. De la recyclerie avec des objets, des jardins, etc., etc. Et que l'école qui est aujourd'hui fermée peut être le support d'un certain nombre d'ateliers pédagogiques qui pourraient se faire effectivement, voilà, et avoir une connexion directe avec ce qui se passera en bas. Donc nous y travaillons, et on n'est pas resté juste les bras croisés à regarder le bus passer. Je ne dirais pas le train, puisqu'on n'en a pas. Bien. Très bien. Oui, Madame Falaïo. Et puis après, on va clôturer. Madame le maire, c'est une oui. déclaration en office d'explication de vote. Oui, il n'y a pas de vote, mais enfin, c'est... Oui, je sais, on prend acte. Il n'y a pas de vote, voilà. on prend juste pour acte. Expliquer. Mais non, allez-y, Madame Falaïo, si vous avez une déclaration à faire. Merci. Profitez-en, je suis de bonne humeur ce soir. Oui, d'accord, oui, on va profiter. Comme au mois de décembre. Eh bien alors, vous voyez qu'on s'améliore. Hein. Allez-y, Madame Falaïo. L'année 2021 a été marquée par un contexte économique et social morose, notamment à cause des diverses crises traversées et accentuées par la crise du Covid. En cette période difficile, l'engagement de l'ensemble des acteurs, comme ceux de notre commune, a permis tant bien que mal de tenir sur tous les plans. Malgré cela, de nombreuses familles sont aujourd'hui dans des situations parfois très difficiles, et notre ville doit continuer à soutenir ces populations qui en ont le plus besoin. Depuis l'entrée en fonction de notre conseil municipal en juin 2020, nous avons toujours fourni un travail volontaire et positif pour l'ensemble de nos concitoyens dans un esprit d'opposition constructive dont vous faisiez le souhait, Madame le maire, lors de votre investiture en 2020. Ainsi, lors du vote des budgets 2020 et 2021, nous avons salué la bonne gestion budgétaire et comptable de notre ville qui semble se poursuivre en 2022 et avons également accueilli avec joie certains projets portés par votre majorité, comme l'aménagement de la vallée de Sakamoto ou encore récemment la validation du bail pour le projet de centre de loisirs avec la société foncière Majestic. Cependant, nous faisons le triste constat que cet esprit d'opposition constructive n'est pas forcément réciproque. Le 29 septembre 2021, avec nos collègues de Génération NC, Unité Pays et Calédonie Ensemble, nous vous faisions la proposition d'une réduction des frais funéraires afin de soutenir les familles qui souffrent des difficultés économiques liées au Covid. Votre réponse a été que la commune ne participera qu'à un effort collectif. Le 30 novembre 2021, la Nouvelle-Calédonie a mis en place une aide forfaitaire de 191 400 francs. Cette dernière, sans doute pour des raisons budgétaires, n'est toujours pas effective. Les familles continuent d'attendre et d'espérer. C'était précisément pour cela que nous avions fait cette proposition. Néanmoins, guidés par l'espoir que nous puissions travailler de façon collaborative à partir de cette année, nous rappelons que notre vision et nos attentes pour le futur de notre commune se basent sur une dynamique de rééquilibrage permettant plus d'équité dans les choix de nos politiques publiques. Ainsi, ce soir, nous prenons acte du débat sur les orientations budgétaires 2022. Je vous remercie. Bien. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Donc, je vous propose de prendre la délibération qui vise simplement, on vient de le dire, à acter qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal, délibération que vous avez à la fin, bien évidemment, et qui, en son article 1er,
de votre note explicative de synthèse qui dit que le Conseil municipal prend acte du fait que les orientations budgétaires pour l'année 2022 ont bien été exposées et qu'elles ont fait l'objet d'un débat en séance publique du Conseil municipal. Bien, il n'y a pas d'observation particulière, il n'y a pas d'opposition, la délibération est donc adoptée. Donc je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le mardi 22 février. Nous commencerons à 17h30 parce qu'il n'y aura pas que le budget, mais un certain nombre de délibérations au sein de ce conseil. Donc on va commencer un peu plus tôt. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. La séance est levée.